Bien. Mesdames et messieurs, chers amis, je vous souhaite la bienvenue une fois de plus au mardi de la Villa. Je dis toujours cela avec une pointe d'angoisse parce que j'ai toujours peur de souhaiter la bienvenue à un mardi alors qu'on peut être un mercredi, un jeudi. Nous avons effectivement un rythme de rencontres, d'activités qui parfois est assez dense et nous amène à déborder du strict respect calendaire des mardis. En tout cas, je confirme que nous sommes mardi. Je confirme également notre grand plaisir d'accueillir Jean-Louis Levet, qui est le haut responsable à la coopération industrielle et technologique franco-algérienne. Monsieur Levet, vous êtes dans l'exercice de vos responsabilités et de vos fonctions. Vous êtes placé à la fois auprès du Premier ministre et auprès du ministère des Affaires étrangères. Vous êtes un pivot, un élément clé de l'ensemble de la relation franco-algérienne, notamment dans le domaine économique, que ce soit en matière de définition, que ce soit en matière d'établissement de priorités, que ce soit en matière de rencontre des acteurs de part et d'autre de la Méditerranée, et que ce soit également en ce qui concerne l'animation de cette relation qui est particulièrement dense, intense, entre la France et l'Algérie, plus particulièrement dans le domaine de l'économie. Et vous ne serez pas surpris, naturellement, si nous mettons l'accent ici à Marseille, nous sommes à mi-chemin, géographiquement à mi-chemin entre Alger et Paris, sur la densité et l'intensité de ces relations. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement depuis Paris pour nous parler des perspectives, des nouvelles perspectives de la relation économique entre l'Algérie et la France. Merci d'avoir pris ce temps de venir. On sait que même s'il y a le TGV, il faut quand même du temps, et votre temps, nous le savons bien, il est précieux. Il est d'autant plus précieux que votre agenda est chargé, et dans votre agenda des prochains jours, il y a une nouvelle venue à Marseille qui est prévue le 25 mars prochain, puisque se tiendra ici une conférence organisée par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie de France, et vous figurerez une nouvelle fois parmi les personnalités qui interviendront devant ce forum. Je voudrais également adresser des remerciements tout particuliers ce soir, et je suis particulièrement sensible à sa présence. Saluer Madame Rampal. Agnès Rampal, un grand merci. Vous êtes responsable de la Méditerranée au conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous sommes particulièrement heureux non seulement de cet intérêt, mais de ce qui est véritablement votre implication également dans les relations entre la région et Alger. Vous avez tenu à être là, présent avec nous ce soir pour cette importante rencontre, et je voulais aussi très très sincèrement non seulement souligner votre présence, nous dire l'honneur qu'elle nous fait, et vous remercier. Monsieur Levet, sans empiéter davantage sur votre intervention, je vous rappelle une règle du jeu qui est très très simple dans cette maison. Naturellement, c'est la liberté d'expression de l'orateur, cela va de soi, mais ensuite il y a un temps de questions-réponses qui naturellement sera ouvert au public, et où vous aurez très certainement à répondre à de nombreuses questions, tellement les enjeux de la relation économique entre la France et l'Algérie sont importants. Merci encore de votre présence. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci bien sûr à Bernard Valero de m'avoir invité. Je suis très heureux ici d'être invité par la Vitem et au sein de la Villa Méditerranée. C'est d'ailleurs la première fois que je suis ici. Donc merci beaucoup pour cette invitation. Merci à vous d'être venus. Merci à vous, chère madame, d'être là aujourd'hui. On a eu une longue séance de travail au préalable de cette conférence, justement avec la Vitem, l'agglomération et puis la région, pour voir très concrètement dans les prochains mois comment nous pouvons travailler ensemble. Et j'ai pu apprécier combien la région est très, très sensible à construire des relations très diversifiées avec l'Algérie.
Cher Bernard, vous me donnez combien de temps pour l'intervention? Ah non, non, vous me dites. Vous êtes chez vous une demi-heure, trois quarts d'heure. Parfait, donc on va faire 35 minutes. Ça vous va? Si c'est trop long, vous le dites et puis on s'indique. Je vais essayer ce soir de vous faire partager en fait 3 convictions que j'ai acquises depuis ma petite expérience, depuis que j'ai été nommé en juin 2013. Donc prenez mon intervention comme une intervention introductive au débat que nous aurons tout à l'heure, où je serai là pour essayer de répondre à vos questions quand je suis capable, puis surtout aussi pour vous écouter et que nous puissions aussi confronter nos expériences qui sont forcément extrêmement denses dans cette ville et dans cette région. Première conviction plus générale, je suis convaincu que la France et l'Algérie constituent aujourd'hui un duo structurant à la fois pour leur avenir respectif, pour l'avenir de la Méditerranée, notamment la Méditerranée occidentale, et pour l'avenir de l'Europe et de l'Afrique. Pourquoi? D'abord parce que nous avons, bien sûr, des millions de personnes qui font le pont entre la France et l'Algérie. Et évidemment, je contribue à mon niveau à construire des ponts et non pas des murs. Et au-delà de ces relations humaines qui sont évidemment extrêmement importantes, nous avons des intérêts communs. Nous avons des intérêts communs à ce que la Méditerranée, notamment sa partie occidentale, soit une zone à la fois prospère et régulée. Or aujourd'hui, c'est probablement la zone économique la moins régulée de la planète. C'est une zone qui a beaucoup d'atouts en termes de prospérité, mais où les questions de sécurité, de chômage, de travail, de développement sont extrêmement importants. Avec, comme vous le savez, les 3 pays, notamment d'Afrique du Nord, hors Libye, qui est dans une situation pour le moins très difficile, la Mauritanie, où ces 3 pays, Maroc, Algérie, Tunisie, échangent très peu ensemble, et où les échanges entre ces 3 pays pourraient être beaucoup plus importants. Donc nous avons en plus un Maghreb qui est segmenté, qui est donc un facteur de blocage d'échanges. Donc nous avons des intérêts communs à construire ensemble une Méditerranée occidentale à la fois prospère, régulée en termes économiques, en termes sociaux, en termes de sécurité. Je n'ai pas besoin évidemment d'évoquer ces sujets, ils sont dans l'actualité tous les jours. Je rappelle aussi que la Méditerranée, c'est 30% du commerce mondial, donc ce n'est pas une zone marginale à l'échelle mondiale. La plus grande partie du trafic de marchandises entre l'Europe et la Chine d'un côté et l'Europe et les États-Unis passe par la Méditerranée. 30 à 40% des ressources touristiques dans le monde sont en Méditerranée. Donc évidemment, dès que des questions de sécurité se posent, c'est aussi une ressource considérable qui baisse. Donc on a là des enjeux stratégiques, bien sûr, dans le domaine de l'eau, de l'énergie, de la sécurité et du développement économique, qui sont considérables. Donc une partie de l'avenir de la France passe par l'Algérie et une partie de l'avenir de l'Algérie passe par la France, qu'on le veuille ou non. C'est une réalité et il faut être lucide. On a des intérêts communs, on a ensuite des défis d'ampleur considérable que nous devons affronter. Et la mondialisation nous apprend une chose, on ne gagne pas seul dans la mondialisation. On gagne à plusieurs. À condition de gérer évidemment ces relations d'interdépendance. Alors quels sont ces défis? On les connaît. C'est d'abord la France comme l'Algérie ont besoin d'assumer la transition écologique. Passer d'une économie carbonée à une économie décarbonée. On a eu la COP21 à Paris en décembre dernier, qui était un succès dans le sens où au moins tous les pays aujourd'hui ont fait le même constat, la nécessité de sortir de cette économie carbonée. Donc là, on a un défi planétaire à affronter, et c'est moins difficile à deux que tout seul dans son coin. On a aussi un défi pour tout ce qui concerne, côté français, le fait que nous rentrions dans la 4e révolution industrielle, tout ce qu'on appelle l'industrie 4.0. C'est-à-dire cette fantastique transformation numérique est à l'œuvre, et aussi les grandes disciplines que sont les nanotechnologies, la biotechnologie, les technologies de l'information et les sciences cognitives, ce qu'on appelle les NBIC, nano, biologie, informatique, sciences cognitives. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est que ces 4 grands domaines sont en train de se croiser. On est dans une interdisciplinarité très importante. Aujourd'hui, on a même des dizaines de robots qu'on commence à faire travailler ensemble. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui travaillent sur l'ordinateur quantique, qui peut-être que dans quelques années sera capable à la fois d'être formé de biologie, d'électronique, à la fois de ions, de photons, mais aussi de réseaux électroniques. Donc on voit bien combien ces 4 domaines aujourd'hui sont en train de fusionner, donneront sûrement naissance à des produits qu'on ne voit pas encore, à des process qu'on ne voit pas encore. Et cette nouvelle révolution scientifique aujourd'hui
On est en train de la vivre et le numérique est en train de l'accélérer d'une façon extraordinaire. Donc ça, c'est un défi aussi considérable que nous devons maîtriser. Un seul chiffre. En 2014, à votre avis, combien de produits par Internet Amazon a vendu en une année? Est-ce que quelqu'un a une idée? Par Internet, combien de produits, quels qu'ils soient, que ce soit une voiture, une paire de chaussures, une casquette. Votre avis, c'est combien? 1 million, 10 millions, 100 millions? 100 millions, 5 milliards. Et il y a 3 ans, il y avait quasiment zéro. Donc, non seulement cette transformation est extrêmement puissante, je ne parle pas des imprimantes 3D, du cloud, mais en plus, elle est extrêmement rapide. Un exemple, la Commission européenne, vous savez que le droit de la concurrence se passe au niveau européen, il y a un droit européen de la concurrence, et ce droit européen est aujourd'hui obligé d'évoluer parce que un élément de distorsion de concurrence entre les fonds de pension et les banques est dans la puissance des algorithmes qu'ils utilisent. Et ces algorithmes aujourd'hui sont tellement puissants, il y a encore quelques semaines, un nouvel algorithme est sorti qui permet d'aller 100 millions de fois plus vite que l'algorithme précédent. Donc ce sont des phénomènes d'accélération fantastiques. Que la Commission de Bruxelles, il y a quelques semaines, a décidé de pénaliser certains fonds de pension présents en Europe parce qu'ils utilisent des algorithmes beaucoup plus puissants que les autres banques. Et donc, cela crée des distorsions de concurrence dans les transactions financières hyper rapides qui peuvent se faire d'une nanoseconde à une autre. Donc, vous voyez jusqu'où va l'impact de la transformation numérique aujourd'hui. Côté algérien, bien sûr, les défis sont aussi importants. Grosso modo, je dirais, et nos amis algériens en sont parfaitement conscients, c'est passer d'une économie très centralisée, fondée sur la rente pétrolière, à une économie décentralisée, fondée sur une logique entrepreneuriale. Et ça, c'est un enjeu considérable. Il ne faut pas oublier aussi que l'Algérie a connu 15 ans de guerre contre l'islamisme radical. Comme je le dis parfois aux Français que je rencontre aux quatre coins de l'Hexagone, comme disait un ancien ministre français, en Algérie, il y a eu un Bataclan par semaine pendant 15 ans. Donc il faut imaginer ce que c'est qu'un Bataclan en France toutes les semaines pendant 15 ans. Il faut l'avoir en tête. Quand on va en Algérie, on voit des Algériens, ils ne vous en parleront jamais, parce qu'ils sont d'une très grande pudeur, mais il faut savoir que pendant 15 ans, ils sont tapés les islamistes radicaux. C'est important. Bon, il faut vraiment l'avoir en tête. Et donc cette économie, quasiment, s'est arrêtée pendant 15 ans. Donc il faut faire attention, nous Français, quand nous allons en Algérie, de pas arriver avec un peu de suffisance, un peu de décontraction excessive. Voilà. Il faut savoir que toutes les générations ont été touchées par ces 15 ans de guerre contre ces barbares dont on connaît la violence. Et donc, évidemment, raison de plus pour avoir une alliance extrêmement forte, évidemment, avec nos amis algériens qui les ont connus bien avant nous. Et puis, c'est bien sûr toute la question de la diversité d'économie, la diversification de l'économie. Vous savez que les hydrocarbures, à la fois le pétrole et le gaz en Algérie, représentent 98% des exportations. Et donc, évidemment, là, il y a un problème d'afflux massif d'importation. Les Algériens consomment, donc la plupart des produits sont importés. Et donc, ça crée des déséquilibres de la balance qui est extrêmement forte. Et donc, il est impératif, a fortiori dans la période actuelle de baisse du prix du pétrole et donc de baisse des rentes, de baisse des ressources financières de l'Algérie, évidemment, de diversifier rapidement cette économie. Il faut à la fois la diversifier et aller vite. Et donc, pour se diversifier et aller vite, évidemment, il faut construire des partenariats, notamment avec nous, Français, dans les domaines de la formation, de la technologie, de l'assistance technique, de l'industrie et des services, pour prendre des raccourcis technologiques. Et donc, c'est à nous d'être à la hauteur de ces enjeux. Donc ça, je dirais que c'est, on a des intérêts communs, 2, on a des défis de grande ampleur à affronter, et 3, on a des atouts complémentaires. On a des atouts complémentaires. On a bien sûr nos faiblesses, on les connaît, donc je ne vais pas en revenir dessus. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Parce que quand on voit le verre à moitié plein, on voit ce qu'il faut faire. Quand on voit le verre à moitié vide, en général, on se morfond dans un déclinisme permanent. Ce qui est intéressant dans la langue française, c'est qu'il y a 2 mots. Il y a le futur et il y a l'avenir. En anglais, il n'y a que future. Il n'y a pas 2 mots. Il y a toujours un futur, mais l'avenir ne dépend que de nous. Donc à nous de faire en sorte que l'avenir existe et qu'on ne soit pas simplement attendant le futur. Et comme disait Albert Camus, pour préparer l'avenir, il faut vivre intensément et préparer intensément au présent. Et je crois que la relation franco-algérienne se situe tout à fait dans ce cadre. Atout complémentaire,
la France a construit depuis plusieurs décennies une offre qui fait qu'aujourd'hui, cette offre correspond aux grands besoins mondiaux, que ce soit dans la santé, dans l'énergie, dans les transports, dans la ville durable, dans le numérique. Nous avons des grands opérateurs, à la fois dans le domaine scientifique, dans le domaine technique, dans le domaine industriel. Nous avons aussi un ensemble dans la finance, dans la banque, dans l'assurance, dans les services qui sont importants. Donc il faut arriver à mobiliser cette offre en partant de ces besoins. Mais pour les 50 prochaines années, nous avons là des atouts qui sont importants par rapport aux besoins des grands pays émergents et des autres pays qui vont se développer demain, notamment en Afrique, qui va doubler sa démographie dans les 50 prochaines années. L'autre atout de la France, c'est bien sûr d'avoir depuis 20 ans des agglomérations, des villes qui sont devenues des agglomérations de dimension internationale, et évidemment, Marseille en est une. Donc là aussi, c'est un atout, un potentiel considérable. Plusieurs villes françaises sont jumelées avec des villes algériennes, Marseille avec Alger, Grenoble avec Constantine, Lyon avec Sétif, Bordeaux avec Tlemcen et Oran, Lille avec Tlemcen, Dunkerque avec Annaba. Ce levier n'est pas assez utilisé. Donc là, on a aussi un atout considérable pour intégrer dans les jumelages de villes davantage la dimension économique. Quand je dis la dimension économique, c'est évidemment la dimension sociale et évidemment tout ce qui concerne la formation, l'emploi et notamment les jeunes qui sont un enjeu évidemment considérable dont on connaît les difficultés en France comme en Algérie. C'est donc là aussi un intérêt commun à préparer l'avenir en mobilisant les jeunes. Atout complémentaire, côté algérien, j'en prends 2-3, on pourrait en citer beaucoup. Côté algérien, ce qui est intéressant, c'est les nouvelles dynamiques du secteur privé. En Algérie, on parle du secteur privé par rapport au secteur public. Dans l'industrie, le secteur public passe 50% et le privé 50%. C'est intéressant parce que à la fois le secteur public est confronté à la modernisation de son outil de production et à répondre aux besoins de la population qui sont importants. Et en même temps, les entreprises privées se développent de plus en plus aujourd'hui en lien avec la demande finale. Donc vous allez trouver beaucoup d'entreprises algériennes dans tous les domaines de l'agroalimentaire, dans le domaine de l'électroménager, des biens de consommation, des cosmétiques, des smartphones, des télévisions. Donc là, vous avez des produits agricoles aussi. Donc vous avez des startups qui se développent dans le numérique également, dans le domaine de la santé. Donc vous avez plusieurs centaines de PME, d'ETI, d'entreprises de taille intermédiaire en Algérie qui se développent de plus en plus, qui sont dans une démarche qualité et qui aujourd'hui cherchent à passer d'une démarche qualité à une démarche compétences. Et c'est là où la question, évidemment, de la formation est essentielle. Et très souvent, ce tissu d'entreprises algériennes est à la fois sous-estimé et méconnu en France. Par exemple, une simple question, tout ce qui se dit ici ne sort pas d'ici, donc je peux parler très librement. Quand j'ai pris mes fonctions en juin 2013, j'ai posé une question. Je me suis dit, aux différents interlocuteurs français, est-ce que vous pouvez me donner la liste des 300 PME algériennes clés importante. J'ai été nommé donc maintenant il y a 30 mois. J'ai toujours pas la réponse. Bon, donc il a fallu aller sur le terrain, les rencontrer une par une, de bouche à oreille, à Annaba, à Borges, à Sétif, à Ouargla, à Oran, à Mascara, à Sidi Bel Abbès. Voilà. Bon. Donc il y a en Algérie un tissu d'entreprise hors économie informelle. Il y a des marques, il y a une démarche qualité, et puis il y a aussi une nouvelle génération aujourd'hui de jeunes entre 20 et 35 ans qui sont en train de se développer. Donc nous devons non seulement les identifier, les écouter, mais aller les voir et travailler avec eux. Sinon, évidemment, ils se tourneront vers d'autres. Intérêt commun, défis de grande nature, de nature importante et atouts complémentaires. L'Algérie a aussi des atouts importants, bien sûr, dans la maîtrise du GNL, du gaz, de la chaîne du gaz, et également, évidemment, il y a un potentiel solaire très important. Les Algériens aussi sont très bons dans des disciplines comme, par exemple, les mathématiques et l'informatique, qui sont aussi des disciplines très importantes dans la transformation numérique qui est à l'œuvre. En médecine également. Le problème, c'est que souvent, il y a un exode d'un certain nombre d'experts vers d'autres pays. Je crois qu'il y a 40 000 médecins en France d'origine algérienne. Donc là aussi, il y a un enjeu qui est important, qui est de formation et de localisation de ces personnes formées. Premier message, donc, France-Algérie, un duo structurant sur l'échiquier des États-nations. Je ne vois pas d'autres duos structurants équivalents sur l'échiquier des 180 ou 190 États dans le monde. Donc c'est une réalité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en décembre 2012, nos présidents respectifs, Hollande et Bouteflika, ont signé une déclaration dite de coopération et d'amitié en décembre 2012, qui consiste à dire
arrêtons de regarder l'avenir dans un rétroviseur. Hein. On n'avance pas en passant la marche arrière. Et pour ça, eh bien, il faut que nous travaillions maintenant sur les fondamentaux du développement. Donc la formation, la culture, l'industrie, la recherche, l'innovation. Donc c'est un peu notre feuille de route. Par rapport à cette première conviction, France-Algérie, un duo structurant à la fois pour les deux pays, pour la Méditerranée et pour la relation évidemment Europe-Afrique, se pose la question, après du pourquoi, la question du comment. C'est ma deuxième conviction. Pour cela, il nous faut accélérer la transition pour passer d'un mode relationnel entre les deux pays qui est fondé sur le commerce à un mode de relation fondé sur la coopération. La coopération n'excluant pas le commerce, évidemment. Le commerce étant une dimension de la coopération. Quelques données, peut-être quelques chiffres pour cadrer un peu le débat. La France, c'est en gros 7000 entreprises qui exportent en Algérie, à peu près. En France, on a 110 000 entreprises exportatrices, c'est-à-dire qui exportent plus de 20 ou 30% de leur chiffre d'affaires. Donc on a encore un peu de marge. Sur ces 7000 entreprises françaises qui exportent en Algérie, il y en a grosso modo 600 qui sont implantées en Algérie, c'est-à-dire qui ont investi en Algérie. Qui ont une équipe ou commerciale ou une usine, etc. Bon. C'est pas plus qu'en Tunisie où il y a 4 fois moins d'habitants. Donc on voit là aussi le potentiel important que nous pouvons avoir dans les prochaines années. Si je regarde les parts de marché en Algérie aujourd'hui, la part de marché de la France s'érode depuis une décennie. On devait être à 13-14% du marché algérien. On est aujourd'hui entre 12,5 et 13%. Et en termes commercial, puisqu'on parle de part de marché, c'est essentiellement la Chine qui a accru, elle devait être à 4-5%, j'arrondis. Il y a 10-15 ans, elle est aujourd'hui au niveau français, elle est quasiment à 13% du marché intérieur. Et puis vous avez aussi d'autres pays qui aujourd'hui sont très présents en Algérie, c'est nos amis espagnols, nos amis italiens, les Allemands, des pays scandinaves aujourd'hui, comme le Danemark, qui vient de monter une usine d'insuline dans la région de Béjaïa, je crois. Et puis c'est aussi, bien sûr, la Corée, qui est un pays industrialisé, évidemment, de très haut niveau, mais aussi les États-Unis, qui considèrent que l'Algérie est un marché très important et un hub d'entrée, évidemment, sur l'Afrique, et des pays, bien sûr, comme le Brésil. Donc lorsqu'on énonce souvent des particularités difficiles en Algérie, problème du foncier, procédure administrative, rapatriement des bénéfices, on y reviendra peut-être dans le débat, il faut quand même se dire que si les Coréens arrivent à s'implanter sur les hauts plateaux algériens, si les Espagnols sont présents à Oran, si les Britanniques sont présents dans le fin fond du désert, il n'y a pas de raison qu'on soit plus bête qu'eux. Bon, voilà. Donc on a la proximité avec l'Algérie, on a la langue, on a des modes de pensée en commun. Et surtout, partout où je vais en Algérie, les universitaires, les centres techniques, les entrepreneurs me disent tous qu'ils veulent travailler avec les opérateurs français. Et ils considèrent, et n'ont pas tort, que souvent nous ne sommes pas à la hauteur de leurs attentes. Or, c'est en plus notre intérêt. Si je raisonne sur un strict plan économique, c'est aussi notre intérêt. Et en plus, c'est évidemment la dimension, heureusement, humaine, relationnelle, affective, qui est extrêmement importante entre nos deux pays. Passer d'un modèle fondé sur le commerce à un modèle fondé sur la coopération, ça veut dire, bien sûr, peut-être un autre chiffre sur les investissements directs étrangers en Algérie. Si vous prenez ce qu'on appelle le stock d'IDE, le stock d'investissement direct étranger, c'est-à-dire le stock d'investissement présent dans un pays donné en termes d'usines, d'outils de production, etc. En Algérie, aujourd'hui, vous avez, je ne dis pas de bêtises, un stock d'investissement direct étranger de l'ordre de 26 milliards d'euros. La Tunisie, c'est 31 milliards. C'est-à-dire pour une population 4 fois plus faible, il y a plus de stocks d'investissement étranger. C'est-à-dire qu'il y a plus d'outils de production, etc., qui ont été créés par des investissements étrangers. Le Maroc, c'est 50 milliards. L'Égypte, c'est 88 milliards. La Turquie, c'est 170 milliards. Donc vous voyez qu'il y a là, en Algérie, verre à moitié plein, des perspectives extrêmement fortes d'investissement en Algérie. Et évidemment, aux opérateurs français à saisir cette opportunité, parce que l'Algérie a parfaitement compris, comme je le disais tout à l'heure, que pour rentrer dans la mondialisation, pour profiter de cette transformation numérique et ne pas la subir, créer des emplois, offrir des perspectives notamment à ces jeunes, eh bien, prendre des raccourcis par la formation, la technologie, par de partenariats, notamment avec nous, notamment avec la France, c'est évidemment un avantage important pour eux et évidemment c'est aussi gagnant pour nous. Passer d'un mode relationnel sur le commerce à un mode relationnel sur la coopération, ça veut dire aussi, côté français, parce que là je
J'échange surtout, par définition, avec des Français, des étudiants, des universitaires, des entrepreneurs français. Il y a aussi des éléments de méthode. Donc je ne me permets pas du tout de donner des conseils, je vous fais simplement un retour d'expérience qui passe en quelques points. Le premier point, c'est que, quelle que soit la taille de l'entreprise, on peut réussir en Algérie. Certes, Sanofi est implanté à Alger, certes, Alstom est implanté avec un partenariat algérien à Annaba pour faire des tramways et demain des trains à grande vitesse. Certes, Renault est implanté à Oran avec un partenaire algérien et PSA le rejoindra bientôt. Certes, Lafarge est également présent, mais aussi la BNP, la Générale, AXA, qui sont présents, qui emploient évidemment des Algériens. Mais il y a aussi un tissu de plusieurs centaines de PME françaises. Je reviendrai peut-être tout à l'heure dans le débat. On a signé plusieurs accords récemment avec des petites entreprises françaises, des start-up de 10 personnes ou des PME de 200 personnes. Donc la taille critique de l'entreprise n'est pas un obstacle à une présence en Algérie. Le deuxième point, c'est que pour pas qu'elle soit un obstacle, c'est qu'il ne faut pas y aller seul. Et c'est vrai que nous avons souvent en France le défaut, un peu individualiste, d'y aller seul, alors que là aussi, il faut se regrouper en partant de la compréhension du besoin dans le domaine dans lequel on est. Et donc c'est important, une fois qu'on a compris ce besoin, de pouvoir regrouper ses forces. C'est là bien sûr le rôle des structures d'intermédiation, les chambres de commerce, le rôle bien sûr de la ville, du département, de la région, surtout évidemment un rôle important avec les clusters, les pôles de compétitivité, bref, tout ce qui permet, tous les outils qui permettent de fédérer, de regrouper des entreprises autour d'une thématique commune pour pouvoir répondre à un besoin. Donc ça, c'est un autre élément de méthode qui est très important, qui est toujours de partir des attentes, des besoins que l'on cherche à comprendre dans l'autre pays et de pouvoir ensuite se regrouper pour y répondre. Parce que les Italiens fonctionnent comme ça, les Allemands fonctionnent déjà comme ça, et on comprend que nos amis algériens préfèrent avoir un opérateur en face d'eux, avec derrière une dizaine d'entreprises, pour répondre à un besoin, plutôt que d'avoir une dizaine d'interlocuteurs français. C'est évidemment beaucoup plus difficile. Un autre élément aussi en termes de coopération, c'est que, comme tout pays, en Algérie, il faut aussi du temps. Donc il faut 1 an, 2 ans, c'est important, parce qu'il faut construire une relation de confiance. On n'est pas là simplement pour vendre un produit 3 semaines et puis aller ailleurs. On ne construit pas la pérennité d'une entreprise sur des coûts commerciaux. Les chefs d'entreprise le savent très bien. Toute stratégie s'inscrit dans la durée. Et donc, il est important de savoir que pour s'implanter en Algérie, il faut évidemment gagner la confiance de ses interlocuteurs. C'est fondamental. Mais une fois que vous l'avez gagné avec un Algérien, je peux vous dire, c'est vraiment pour la vie. Mais il faut 1 an, 2 ans, 3 ans. Et dernier élément de méthode, pour ça, vous me direz, oui, mais ça coûte cher, il y a des besoins de trésor. Oui, tout à fait. C'est pour ça que il faut absolument identifier un bon interlocuteur entrepreneurial. Et le rôle de la mission, mais aussi de Business France ou d'autres chambres de commerce à Alger, est évidemment là pour ça, pour vous aider à trouver le bon interlocuteur. Parce qu'évidemment, en Algérie, vous avez une économie informelle importante, qui, d'après les chiffres des économistes algériens, peut peser entre 30 et 40% du PIB algérien. Il y a plein de gens intéressants dans l'économie informelle. Ce n'est pas une question de morale, mais c'est une question de standard, de qualité. Et donc, il est important, évidemment, de trouver, d'identifier le bon interlocuteur pour ensuite travailler avec lui. Et je peux vous dire qu'un entrepreneur algérien qui réussit en Algérie peut réussir dans beaucoup de pays. Voilà. Donc, c'est très important de trouver un bon interlocuteur. Et pour le trouver, encore une fois, les structures sont là. Il faut ensuite gagner sa confiance, travailler avec lui. Et une fois que vous avez cet interlocuteur, en général, c'est parti pour très longtemps. Donc voilà pour mon deuxième message, passer d'un mode commercial à un mode coopératif. Eh bien, il y a aussi un certain nombre de points sur lesquels nous devons nous interroger, sur lesquels nous, Français, nous devons nous améliorer. Un dernier point peut-être, puisqu'on parle en toute liberté et que les propos ne seront pas déformés, si je caricature un peu, côté français, encore une fois, je schématise. Dans les 35 minutes que j'ai, il m'en reste 10. On a surtout une culture de l'ingénieur. La culture de l'ingénieur, elle a énormément de qualités. On est rationnel, on maîtrise la technique, on maîtrise la qualité, on met en avant la compétence. Le défaut, c'est que s'il n'y a que la culture d'ingénieur, on considère que notre modèle est par définition le meilleur puisqu'il est parfaitement cartésien. Donc s'il est parfaitement cartésien, forcément, l'autre va être d'accord avec moi. Et puis côté algérien, même si on a des points de culture communs, c'est une autre culture. C'est la culture orale de l'information.
La culture écrite immédiate. L'ingénieur français, il va arriver avec un questionnaire, il y a 40 questions à répondre, oui, non, oui, non, oui, non, c'est blanc, c'est noir, c'est clair, c'est net. Non, c'est pas clair, c'est pas net, c'est plus compliqué que ça. On prend le thé, on prend le temps de se connaître, on va manger un couscous ensemble, on fait connaissance, l'Algérien il souhaite savoir qui il a en face de lui, qu'est-ce qu'il est comment il fonctionne. C'est normal, c'est humain, c'est fondamental. Il a raison. On ne peut pas raisonner uniquement sur des principes de rationalité. On peut être dans le champ de la raison, mais pas dans le champ de l'hyper-rationalité. Donc, côté français, nous devons faire l'effort de ne pas donner la prééminence systématique à notre culture technique, à notre culture de l'ingénieur, même si elle est fondamentale pour travailler ensuite. Il faut être à l'écoute de cette culture plutôt orale de nos amis algériens, qui, eux, bien sûr, ont à faire l'effort dans l'autre sens, ce qu'ils font, qui est de tendre vers une meilleure maîtrise technique, vers des raisonnements plus rationnels, etc. Bref, donc c'est de cette confrontation, je dirais, de confiance qui nous permet ensuite de construire des projets. Alors j'en arrive à ma troisième conviction, qui est que on a vu le pourquoi dans un premier point, pourquoi la France et l'Algérie sont un duo structurant pour leur avenir respectif, comment bien passer d'un mode relationnel sur le commerce à un mode fondé sur la coopération. Ensuite, il faut une boussole pour l'action. Il faut le mode opératoire. Ce sera un peu mon troisième message. Nous avons besoin, dans cette transition que nous devons accélérer pour passer d'un mode commercial à un mode coopératif, on a donc besoin d'une nouvelle boussole pour l'action. On ne peut pas fonctionner avec la boussole précédente, qui consiste à dire exportons, puis on verra bien ce qui se passe. Non, ça c'est le modèle des 30 Glorieuses, c'est fini depuis 20 ans. Alors cette nouvelle boussole, et là je vais faire le lien avec ma mission, et ce que nous essayons de faire avec nos amis algériens, en relation évidemment avec notre ambassadeur Bernard Rémier, qui est très très engagé avec Business France Algérie et la CCIF, la Chambre de commerce franco-algérienne, algéro-française, pardon, à Alger. Pas confondre avec la CACIC, la Chambre de commerce algérienne, qui commence maintenant à s'implanter en France depuis 2 ans, je crois, qui fera son forum le 25 mars, comme l'a rappelé Bernard. Sur ce mode opératoire, une boussole, ça veut dire qu'il y a 4 points cardinaux. Premier point cardinal, c'est une nouvelle démarche. Une nouvelle démarche, je ne suis pas là pour propulser l'offre française en Algérie. Quand je dis je parle de la France. Je suis là pour comprendre les attentes, les besoins et les projets des Algériens. Ça, c'est fondamental. Toute entreprise qui fonctionne logiquement fait toujours de la veille pour comprendre son environnement, pour comprendre les besoins de l'autre, et ensuite développer une action, une stratégie et être proactif, et pas simplement réactif. Quand je suis réactif, j'ai toujours un temps de retard sur mes concurrents qui sont proactifs. Être proactif, c'est la capacité à comprendre l'autre, à anticiper sur ses besoins et y répondre. L'adaptation, c'est je passe mon temps à courir derrière mes concurrents. Non, comment passer d'une logique d'adaptation sous contrainte à une logique d'anticipation collective? Et pour ça, c'est cette nouvelle démarche qui n'a rien d'original, mais il faut l'appliquer, à comprendre les attentes, les besoins de nos amis algériens. Ça, c'est le premier point de la boussole qui est fondamental. Le deuxième point, c'est définir des priorités. Et donc, dans le cadre de ma mission, mon souci, ça a été de me dire tout de suite quelles sont les priorités qui peuvent structurer les relations entre les deux pays. Si nous voulons un mode coopératif, il faut évidemment des axes stratégiques forts. Donc il y en a 3 très vite qui sont ressortis. Le premier axe, et dans chacune de ces priorités, c'est construire des cas d'exemplarité, des projets de coopération, des cas d'exemplarité qui montrent l'exemplarité par l'excellence pour montrer aux Français et aux Algériens, aux autres opérateurs, que l'on peut travailler ensemble et que c'était intéressant de travailler ensemble. Première priorité, c'est tout ce qui concerne la montée en qualité de la formation en alternance continue professionnelle en Algérie, en lien avec leur objectif de réindustrialisation, pour reprendre leur terminologie. Je vais y revenir rapidement pour citer des cas concrets. Deuxième priorité, c'est tout ce que j'appelle le développement des infrastructures technologiques et techniques d'appui aux entreprises. Ce sont les questions de normalisation, ce sont les questions de qualité. Si vous voulez vendre un produit, il faut qu'il soit aux normes internationales, sinon vous n'irez jamais au-delà de votre propre marché. C'est aussi tout ce qui concerne la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise. C'est aussi la place de l'entreprise dans son environnement. Et puis la troisième priorité, c'est tout ce qui concerne les partenariats productifs, qui peuvent aller de l'assistance technique jusqu'à la coproduction. On crée une joint venture et on crée un site de production ensemble, ou un produit, ou un service, ou un process. Reprenons-les, si vous voulez, rapidement pour citer quelques exemples de projets.
Si je prends la première priorité, tout ce qui concerne la formation professionnelle, je vais citer 3-4 exemples. Il y a un certain nombre de domaines qui sont très importants en Algérie, comme par exemple la question de l'efficience énergétique. Il faut à la fois rénover des bâtiments, rénover des logements, et en même temps, il faut construire de nouveaux logements. Plusieurs centaines de milliers par an, je crois, le président Bouteflika avait fixé cet objectif. Donc ces logements, ils doivent être construits suivant des normes d'efficience énergétique considérables. Donc cette question de l'efficience énergétique dans un pays dont la consommation d'électricité va tripler dans les 20 prochaines années est évidemment un enjeu fondamental. Et on renvoie plus largement à la question évidemment de la ville durable. Avec le groupe français Schneider Electric, donc, on a créé ce qu'on appelle un centre d'excellence dans le domaine de l'efficience énergétique, qui consiste à passer un partenariat avec un centre de formation professionnelle, en l'occurrence à Alger, où Schneider Electric met ses équipements en démonstration pour former à la fois ses salariés, ses sous-traitants et les jeunes qui sont dans son périmètre d'action. Et ce centre d'excellence fait l'objet d'un partenariat entre le ministère de la formation professionnelle algérienne, un centre de formation professionnelle, en l'occurrence algérois, et Schneider Electric. Et ce centre d'excellence, donc, c'est le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur français qui a lancé ce concept, qui consiste à aider les groupes français, lorsqu'ils s'implantent dans un pays, à pouvoir former leurs salariés en envoyant un ou deux profs français spécialistes de ces questions, qui sont des enseignants de terrain. Et donc, on a signé un protocole d'accord en décembre 2013, et ce centre donc, a été inauguré il y a quelques mois, et donc il commence aujourd'hui à fonctionner. Ça, c'est un sujet, je dirais, sur la formation en lien direct, évidemment, avec l'entreprise. Et les entreprises françaises comme Renault, Lafarge et autres créent évidemment leur propre université, évidemment, pour former. La formation est évidemment un enjeu fondamental. Les Algériens sont très demandeurs. Ça, c'est vraiment une question importante. Et puis, il y a plusieurs projets d'écoles également, d'écoles supérieures, qui ont été initiés par le ministère de l'Industrie, qui est mon interlocuteur direct, puisque l'industrie est le cœur de la stratégie algérienne. Et là, il y a 4 projets d'école que nous sommes en train d'initier. Côté algérien, donc, ils souhaitent avoir une école supérieure des métiers de l'industrie, donc pour former des jeunes ou des moins jeunes aux métiers transversaux de l'industrie, la manutention, la gestion de la production, etc. Une école de management industriel, notamment pour former leurs cadres dans le secteur, dans le domaine public, une école d'économie industrielle appliquée et un institut national de la logistique. Et donc sur ces 4 écoles, une fois que nous avons compris leur projet, une fois que nous avons compris leur attente, ce qui a demandé 2-3 mois de travail, il a fallu ensuite identifier des partenaires français, si possible les meilleurs, pour pouvoir donc les aider ensemble à monter ces 4 projets. Donc sur l'école des métiers d'industrie, c'est l'école des mines ParisTech, que j'avais identifié. On a parlé longuement ensemble au cours de l'été 2013. Ils ont rencontré nos amis du ministère de l'Industrie et ça a débouché sur un protocole d'accord dès décembre 2013. Sur l'école d'économie industrielle appliquée, c'est l'école d'économie de Toulouse, bien sûr, qui est la numéro 1 en Europe avec son institut d'économie industrielle. Sur l'école de management industriel, nous avions identifié, compte tenu là aussi de leurs besoins, de leurs attentes, Schema, qui d'ailleurs est à la fois à Marseille, à Nice, à Lille et à La Défense, qui est plutôt sur la gestion de la connaissance et l'innovation. Et pour l'Institut national de la logistique, un organisme que tous ceux qui sont là ne connaissent absolument pas, qui est donc la VITEM. Évidemment, c'est une blague. Et donc la VITEM est chargée, avec Bernard Valero, donc de mettre en place ce projet d'Institut de la logistique. Et vous voyez, ces 4 projets, il a fallu ensuite, avec nos amis algériens, voir comment nous pouvions construire ces 4 projets. Et donc, on l'a fait sur des principes simples. D'abord, ces 4 projets ne sont pas construits l'un indépendamment des autres. Il faut que ces 4 projets puissent avancer ensemble, qu'il y ait des redondances utiles, qu'il y ait des synergies entre les ingénieries pédagogiques de ces 4 écoles. On voit très bien que dans l'Institut de la logistique, il y aura des cours de logistique qu'on risque de retrouver dans l'école des métiers d'industrie. Donc, il y a des synergies à construire et ces sujets doivent être posés dès l'amont. Un deuxième principe, c'est de mettre en place ces écoles en lien direct avec les entreprises présentes en Algérie, à la fois avec des entreprises publiques, mais aussi avec des entreprises privées. Et donc, on a eu plusieurs réunions au cours de l'année 2015 où on a réuni l'ensemble de ces acteurs, et notamment les 4 opérateurs français, pour penser ensemble l'ingénierie pédagogique et les synergies entre ces futures 4 écoles. Et le 22 et le 23 mars prochain, nous serons à nouveau à Alger pour une prochaine réunion avec l'ensemble du comité de pilotage qui est placé sous la présidence de
du ministre de l'Industrie, avec l'ensemble des opérateurs publics, privés, et les 4 opérateurs français, donc Bernard Valero qui sera présent, pour franchir une nouvelle étape dans la définition des contenus pédagogiques et dans l'articulation entre ces 4 projets d'école. Vous voyez, c'est très concret. Je suis un peu long, mais c'est pour vous dire comment on essaye d'avancer très concrètement. Et donc, c'est, mine de rien, 2 ans de travail. En termes de méthode, nous avons d'abord construit ensemble un protocole d'accord qui consiste à dire nous sommes d'accord pour travailler ensemble et réfléchir sur ce projet. Et ensuite, nous débouchons sur une convention. Voilà quel projet. Voilà comment nous allons nous y prendre. Voilà les engagements des uns et des autres. Voilà le calendrier. Donc maintenant, nous sommes dans la mise en œuvre de cette convention. Vous voyez les différentes étapes que nous avons franchies ensemble. Et c'est important d'avancer ensemble. Nous avons également des projets qui sont développés de d'IUT aussi en Algérie. On a 3-4 IUT qui sont développés. Il y a quelques jours, je voyais la directrice de l'IUT de Ouargla qui en est à sa deuxième promotion. Voilà. Donc on a comme ça toute une série de projets. Je ne vais pas être exhaustif, mais je vous cite quelques exemples. Sur la priorité infrastructure technologique d'appui aux entreprises, je vais citer 2 exemples. Les enjeux de la normalisation. Très important en Algérie, dans un pays où l'économie informelle est importante, dans un pays où les besoins sont importants, où la concurrence doit être plus importante, il est fondamental pour toute entreprise, évidemment, d'être aux normes internationales. Que ce soit des laboratoires de biologie médicale, jusqu'aux voitures, aux médicaments, à la nourriture. Vous voyez évidemment combien ces enjeux sont importants. Donc là, nous avons construit une coopération triennale entre l'AFNOR, qui est l'Association française de la normalisation, et l'IANOR, qui est l'équivalent AFNOR en Algérie. Là aussi, ça demandait plusieurs mois de travail, d'échanges avec des gens de grande qualité de part et d'autre. Et donc ça aussi, ça a donné lieu à un protocole d'accord, puis une convention. Et donc les différents axes de travail qui sont définis sont mis en œuvre. Deuxième exemple, dans le domaine de la métrologie. La métrologie n'a rien à voir avec la construction de métro. La métrologie, c'est la science de la mesure. Dans cette montre, admettons, qui est, je dis n'importe quoi, à 50 pièces, eh bien, il faut qu'au moment où j'ajuste cette montre, il faut que ces 50 pièces soient parfaitement, évidemment, mesurées pour qu'elles puissent, évidemment, s'imbriquer les unes dans les autres et sortir une montre. Alors, donc la métrologie, quand vous voulez vous développer industriellement, c'est évidemment fondamental, bien sûr, pour sortir des produits de qualité. Donc en France, on a un LNE, un laboratoire national de métrologie, qui est un des meilleurs du monde. Et donc le LNE a été d'accord pour, avec le ministère de l'Industrie, là aussi un protocole d'accord a été signé, une convention également, pour que l'Algérie puisse avoir aussi son laboratoire de métrologie. Donc ça, c'est un projet qui va demander entre 4 et 5 ans. Il faut que les bâtiments soient aux normes, il faut les équipements spécialisés, il faut former les techniciens. Donc voilà un autre exemple de projet très structurant entre nos 2 pays qui nécessite à la fois l'excellence, la confiance et la durée. Troisième exemple, c'est tout ce qui concerne le développement de la démarche qualité dans les entreprises. Donc là aussi, nous avons eu des échanges avec nos interlocuteurs du ministère de l'Industrie. Et 2 priorités ont été mises en avant. La mécanique d'un côté et l'agroalimentaire de l'autre. La mécanique, parce que c'est là où vous pouvez accéder à de très nombreux savoir-faire de nature transversale qui vous seront utiles ensuite dans d'autres activités. Et l'agroalimentaire, évidemment, parce que ça répond évidemment à un besoin très important en Algérie. Et donc, dans ces 2 domaines, nous avons mobilisé les centres techniques correspondants, le centre technique de la mécanique, pour la mécanique, le centre technique, le CTCPA, le centre technique de la production agricole, pour l'agroalimentaire. Donc là aussi, ça s'est traduit par 2 protocoles d'accord. Troisième priorité, les partenariats de coproduction. Dans les partenariats de coproduction, on peut avoir toute une gamme de partenariats qui peut aller de l'assistance technique à telle entreprise algérienne jusqu'à la coproduction, c'est-à-dire la création d'une joint venture dans la législation algérienne 51-49, c'est-à-dire que le capital algérien a 51% maximum et les 51% minimum et les Français, investisseurs étrangers 49%. Et donc, c'est joint venture qui résulte donc d'une création d'une société par une société française et une société algérienne, dans lequel le français a 49% et l'algérien 51%, va construire un outil de production, un service. Donc là, on est dans des partenariats de coproduction sur un territoire donné. Alors, je vais citer 2-3 exemples, et je vais prendre des exemples plutôt de PMI et de TI, qui sont plus intéressants, je pense, pour les régions que de grands groupes.
Dans le domaine, par exemple, de la pêche, l'Algérie a des centaines de kilomètres de côtes. Et le poisson coûte quand même assez cher en Algérie. Un poisson peut coûter plusieurs centaines de dinars. Donc il est important d'avoir une flotte de bateaux de pêche, par exemple. Et donc là, pour construire ces bateaux de pêche, en avoir davantage, on a mobilisé le chantier français de Concarneau, Piriou, PIRIOU, donc qui est à Concarneau. C'est typiquement une PME française, familiale d'origine, qui fait 300 ou 400 personnes, qui fabrique des chalutiers et des bateaux de pêche, et qui donc, après plusieurs mois, là aussi, une fois qu'on a identifié le partenaire algérien, qui est une entreprise qui est près de Tipaza, dont le nom m'échappe à l'instant. Son chef d'entreprise va m'en vouloir. Donc plusieurs mois d'échanges là aussi ont été faits entre les deux chefs d'entreprise. Un protocole d'accord a été signé et le pacte actionnarial de la création de la joint venture donc, a été signé en octobre 2014. Et donc aujourd'hui, ce chantier est en train de se développer, d'augmenter considérablement sa productivité. Donc là, on a typiquement une joint venture avec une PME française, mais qui était déjà présent à l'étranger, puisque Piriou avait déjà un chantier au Nigeria, je crois, et au Vietnam. Évidemment, quand vous êtes déjà internationalisé, vous pouvez aller plus vite. Je vais prendre deux autres exemples qui ont fait l'objet d'accords signés en octobre dernier, et sur lesquels a notamment travaillé Franck Paoli, qui travaille à mes côtés, qui est ici, dans le domaine de la production des machines pour faire des palettes en carton. Vous savez, dans plein de secteurs, le BTP et l'agroalimentaire, on a besoin de centaines de palettes. Elles sont toujours en bois. C'est lourd, on peut se faire mal, ça prend de la place. Et donc, il y a un Français, l'entreprise IP3, qui a eu le prix d'innovation technologique, je crois, à Villepinte, il y a quelques années, et qui a inventé, donc, et a déposé les brevets pour faire des machines qui font des palettes en carton, qui sont aussi solides, qui sont plus légères, plus intéressantes. Et donc, cette entreprise s'est dit, mais j'aimerais bien industrialiser ce processus. Donc, on l'a mis en relation avec une entreprise algérienne. Il y a 1 an et demi, j'étais en Kabylie, à Béjaïa, Agbou, Tizi Ouzou. Et là, Agbou, qui est au sud de Béjaïa, 50-60 km, vous avez un cluster, vous avez à la fois des PME dans le domaine de l'emballage, dans le domaine de la logistique, dans le domaine de l'agroalimentaire. Et donc, ils m'ont dit, ça nous intéresse de pouvoir être en relation avec ce Français. Voilà, ils sont mis en relation, on les accompagne, c'est notre rôle. Après, le business, c'est leur affaire. Et donc, ça fait l'objet là d'un protocole d'accord qui a été signé en octobre dernier, où une JV va être créée donc, pour produire à terme plusieurs centaines de milliers de palettes à l'aide de ces machines. Donc, vous voyez, tout le monde y gagne. La PME française va y gagner en termes de valorisation de son brevet et d'emploi, et l'Algérie va y gagner aussi. Un autre exemple, dans le domaine des pompes hydrauliques, là aussi c'est un besoin important en Algérie, on a un opérateur en France qui s'appelle Valco, qui est dans la région lyonnaise, qui doit faire 200 personnes, je crois, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont typiquement une PMI française. Et donc là, ils ont été mis en relation avec une entreprise publique, en l'occurrence algérienne, Poval, qui fait partie du groupe mécanique. Donc là aussi, ces entreprises ont discuté ensemble, un protocole d'accord a été signé en octobre dernier, et là actuellement on est sur comment construire un pacte actionnarial, bien sûr, qui permette ensuite d'engager ces deux entreprises à travers une nouvelle société. Alors on pourrait prendre comme ça toute une série d'autres exemples. Donc voilà, à travers ces trois priorités, nous voyons que nous avons aujourd'hui des cas d'exemplarité qui sont en train de se construire. Je n'ai pas parlé aussi de la propriété intellectuelle. Il est évident que quand vous développez un produit, quel que soit le pays, comme en Algérie, il est important évidemment de protéger ces nouveaux produits. Donc là aussi, nous avons mis en relation l'INPI, l'Institut français national de la propriété intellectuelle, avec l'INAPI, l'Institut national algérien de la propriété intellectuelle. Et donc en octobre dernier, nous avons signé là aussi un protocole d'accord d'appui technique de l'INPI à l'égard de l'INAPI. Voilà. Je pourrais vous en citer d'autres. Donc ça, premier point, une nouvelle démarche. Deuxième point, des priorités avec des cas d'exemplarité. Troisième point, c'est évidemment la relation de confiance. Vous voyez que quand nous sommes sur des projets structurants, quelle que soit leur taille, il n'y a pas des petits et des grands projets, nous devons toujours viser l'excellence. Parce que ça permet de bâtir la relation de confiance, parce que c'est ce qui permet d'affronter la concurrence et c'est ce qui permet de s'affirmer sur un mode compétitif pour les prochaines années. Donc ça veut dire qu'il faut prendre du temps. Prendre du temps, c'est investir. Investir, c'est pas simplement investir dans des machines, c'est aussi investir dans le temps et dans la relation de confiance, qui est mon quatrième point cardinal. Nouvelle démarche, priorité et cas d'exemplarité, confiance et excellence. Et tout ceci se situe, parce que je suis en train de déborder mon temps de parole, je suis à 37 minutes, je crois. Il y a un cadre institutionnel qui nous permet, je dirais, d'accompagner ces projets qui est très léger.
quand les deux présidents ont signé leur déclaration, ils se sont dit sur un mode très pragmatique, il faut que les choses se fassent. Donc il faut que chaque année, nous puissions nous voir et faire un point sur l'ensemble des projets qui ont été initiés. Où en sommes-nous? Quels sont les problèmes rencontrés? Quelles sont les perspectives? Et donc chaque année se réunit ce qu'on appelle un comité mixte économique franco-algérien, un COMEFA, un comité mixte économique franco-algérien. Côté français, vous avez essentiellement le ministre des Affaires étrangères et du Développement international et le ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, côté algérien également. Et donc, nous nous réunissons en général chaque mois d'octobre. Donc, il y a eu un premier COMEFA en octobre 2013, octobre 2014, octobre 2015. Et à nouveau, au cours du COMEFA d'octobre 2015, donc, il y a eu une dizaine d'accords qui ont été signés, dont notamment les trois dont je vous ai parlé, sur la propriété intellectuelle, Valco dans les pompes hydrauliques, IP3 dans les machines pour faire des machines... des palettes en carton. Il y a aussi un accord sur la mobilité des jeunes actifs entre entreprises algériennes et françaises, qui est un accord là aussi extrêmement important. Mais je ne vais pas les développer, tout ça vous le trouverez sur le site internet. Et puis ce comité mixte économique franco-algérien est suivi quelques semaines après de ce qu'on appelle un comité intergouvernemental de haut niveau franco-algérien. En gros, c'est un conseil des ministres franco-algériens qui se réunit avec les deux premiers ministres, l'ensemble des ministres concernés. Et là, bien sûr, nous faisons le point sur les projets économiques, dont j'ai déjà parlé, mais aussi sur tous les autres sujets. Bien sûr, justice, police, migration, mémoire, etc., etc. Et le prochain comité intergouvernemental aura lieu à Alger, donc le 10 avril prochain. Voilà. Donc nous sommes actuellement, avec nos interlocuteurs algériens, avec nos amis de l'ambassade, en pleine préparation de ce comité, où à nouveau, nous aurons, je pense, pas mal d'accords qui seront signés. À la fois, il faut les préparer, il faut les finaliser, et une fois que ces accords sont signés, il faut évidemment les mettre en œuvre. Signer un accord, c'est construire le starting block qui va nous permettre ensuite d'avancer. Ce n'est pas une fin en soi, c'est simplement un outil. Voilà un peu les trois messages que je voulais vous faire passer. Premier message, France-Algérie, un duo structurant pour les raisons que j'ai essayé d'évoquer. Deuxième message, pour cela, nous devons passer d'un mode purement commercial à un mode coopératif qui intègre le commerce, mais qui n'est plus une fin en soi. Et pour ça, nous avons besoin d'avoir un mode opératoire, une nouvelle boussole qui tourne autour de ces 4 points cardinaux. Alors en conclusion, en 60 secondes, en termes de perspective, je vais citer 2-3 choses. On y reviendra peut-être dans le débat. D'abord, les rencontres entre Français et Algériens se multiplient de plus en plus, et ça c'est très important. Je parlais du prochain comité intergouvernemental du 10 avril. Le même jour, nous aurons le colloque partenariat qu'organise Business France, Algérie, le même jour, donc autour de 4 tables rondes dans le domaine de la santé, des transports, du numérique et de l'agriculture, pour réunir des entreprises françaises et des entreprises algériennes dans des domaines identiques. Nous avons également le même jour, à Alger, des assises de la formation professionnelle, où nous informerons tous les opérateurs qui sont là de l'ensemble des projets que nous initions entre Français et Algériens. Vous voyez, ce sont vraiment des éléments importants. Au mois de mai, je crois que c'est le 25 et le 26 mai, nous aurons à nouveau une réunion pendant 2 jours de toutes les villes jumelées. Nous avions réinitié ce processus, plus exactement, il y a 2 ans avec Cité Unie de France comme partenaire, qui réunit l'ensemble des responsables internationaux des différentes collectivités territoriales. C'est donc un réseau important pour moi, évidemment. C'est un levier important de mobilisation. On avait organisé 2 journées au Sénat le 27 et le 28 octobre dernier, après la tenue du comité mixte franco-algérien. Et là, on avait une délégation algérienne de haut niveau qui était venue. Et donc, on avait pu, pendant 4-5 tables rondes, comme ça, identifier toute une série d'axes de travail sur lesquels nous sommes aujourd'hui et sur lesquels nous reviendrons le 25 et le 26 mai pour ces nouvelles assises de la coopération décentralisée qui réuniront donc l'ensemble des villes jumelées françaises et algériennes. Donc, vous voyez, autant de rendez-vous, j'en oublie sûrement d'autres, mais autant de rendez-vous aujourd'hui qui ne sont pas simplement des rendez-vous de discours, ce sont des rendez-vous où on fait le point d'étapes sur des projets et on essaye à chaque fois d'ouvrir des perspectives et de faire en sorte ensuite de les accompagner et de les évaluer, parce qu'il faut ensuite tirer à chaque fois les enseignements de ce que l'on fait pour pouvoir évidemment avancer d'une façon raisonnée. Deuxième élément, il y a des perspectives dans tous les domaines, et je mettrai l'accent plutôt sur 3 grands domaines, qui ne sont pas du tout exclusifs d'autres. Agriculture, énergie, numérique. Ces 3 domaines considérables en Algérie. Il y en a d'autres, mais c'est vraiment des domaines où vous allez retrouver quasiment tous les savoir-faire qu'on a, nous, dans ces 3 domaines. Dans le domaine agricole, ce n'est pas la peine de le développer. On a en France de très nombreuses coopératives, de très nombreux groupes, des centres techniques, des lycées agricoles.
Les Algériens ne demandent qu'une chose, c'est de travailler avec nous. On a aussi des centres techniques de qualité. Donc là, c'est un volet très important en Algérie. Ils importent 60% de leurs besoins. Donc c'est un domaine qu'ils veulent absolument développer. Il y a plusieurs millions d'hectares qui sont prévus d'être mis en valeur. Donc ça, c'est un enjeu très important des produits agricoles jusqu'évidemment à l'aval, à l'agroalimentaire. Deuxième grand domaine, c'est tout le domaine de l'énergie. Nos amis algériens ont besoin, bien sûr, de moderniser, de se développer au niveau des deux grands groupes Sonatrach pour le pétrole et Sonalgaz pour le gaz, mais aussi pour les énergies renouvelables. Et l'Algérie a prévu que, je crois de mémoire, 20 à 30% de sa production énergétique devrait être renouvelable à horizon 20 ou 30 ans. Et là aussi, dans ce domaine, nous avons depuis quelques années beaucoup d'initiatives. On a de très nombreuses start-up, à commencer dans votre région et dans d'autres régions françaises qui sont présentes. On a des grands groupes comme Engie, comme Total, comme EDF. Bref, on a un outil scientifique, technique, technologique et de service qui est important. Et donc, comme je dis parfois à nos amis algériens, il faut rêver aussi pour se projeter dans l'avenir. Moi, je rêve que la France et l'Algérie soient un co-leader mondial dans la transition énergétique. On en a tous les deux les moyens. L'Algérie a aussi une maîtrise du gaz, elle a aussi un potentiel solaire très important. Donc là, on a deux opérateurs qui devraient travailler ensemble dans les prochaines années, surtout après le succès de la COP21 de décembre dernier. Et puis, bien sûr, le numérique. Nous l'évoquions tout à l'heure au cours de notre réunion préalable. Le numérique est à la fois un ensemble d'outils formidables pour moderniser des structures, en fonction d'une stratégie, évidemment, sinon on le subit. Le numérique, c'est aussi tout un ensemble de savoir-faire que vous connaissez. Là aussi, en France, nous avons des pôles de compétitivité, notamment dans la région. Et je regardais les chiffres d'Eurostat, qui est l'organisme statistique bruxellois. Il y a quelques années encore en France, on se disait qu'il y avait très peu de start-up. Aujourd'hui, par tête d'habitant, nous avons plus de start-up qu'en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Donc ça veut dire que dans ce pays, nous avons de plus en plus d'entrepreneurs, et notamment de jeunes entrepreneurs, comme en Algérie, qui s'investissent dans le numérique et dans les technologies de l'informatique et de la communication. Nous avons aussi la même chose en Algérie. Je rencontre de plus en plus de jeunes, entre 18 et 30 ans, qui investissent ces activités et qui souhaitent travailler avec nous. Et comme on n'est pas assez présent, évidemment, ils vont se tourner vers d'autres opérateurs de l'autre côté de l'Atlantique. Ça, franchement, ça me fait mal au cœur. Donc j'aimerais là aussi que dans le domaine du numérique, on en parlait tout à l'heure, nous soyons plus présents, parce que c'est aussi pour l'Algérie un fantastique outil de transformation de sa sphère publique, de modernisation de ses entreprises publiques et de développement de ces entreprises privées. Troisième ou quatrième perspective, il y a en Algérie des grands clubs patronaux que parfois nous méconnaissons. J'en citerai deux qui sont les deux principaux. Vous avez le Forum des chefs d'entreprise, qui regroupe plusieurs centaines d'entreprises, qui est important, qui joue un rôle important de fédération d'entreprises, mais aussi de proposition dans le débat. Puis vous avez le CEMI également, le club des industriels et des entrepreneurs de la Mitidja, qui, comme son nom l'indique, est basé à Blida, mais comme le CE, il se territorialise progressivement. Et donc là, nous avons aussi des interlocuteurs de qualité qui ne demandent qu'une chose, c'est travailler avec nous. Et en l'occurrence, dans le cadre de ma mission, nous avons construit un plan d'action avec le Forum des chefs d'entreprise, avec le Club des industriels de la Mitidja, autour de ces questions de formation, de coproduction, d'informatisation industrielle. Donc là, nous avons des interlocuteurs de qualité, encore une fois, qui ne demandent qu'une chose, c'est de travailler avec nous. Voilà. Donc nous avons la chance d'avoir, pas très loin de chez nous, des entrepreneurs, des universités, des jeunes, des moins jeunes, qui veulent travailler avec nous. Et donc notre défi à nous, c'est d'être à la hauteur de ces enjeux. Et l'Algérie peut être pour nous un partenaire. Elle l'est déjà, mais pas suffisamment. J'ai coutume de dire que si le record de la perche, je crois, est à 6,16 m, admettons qu'on passe 3 mètres à la perche avec nos amis algériens. Donc c'est bien à 3 mètres. Et vous voyez les perspectives formidables qu'on a devant nous dans les prochaines années. Voilà en 40 minutes, 3 messages que je souhaitais vous faire passer et quelques perspectives pour ouvrir le débat. Maintenant, je suis à votre disposition pour vous écouter et échanger avec vous. Merci de votre écoute et de votre patience. Et bonjour, Christian Potello, je suis délégué général du réseau Finance et Conseil Méditerranée. J'approuve totalement votre discours de la méthode et on avait pu échanger. Vous étiez venu à une manifestation à Alger sur l'arbitrage il y a 2 ans.
Mais par contre, ce que vous n'avez pas évoqué, je suppose que ce sera la suite quand même, c'est la chute des ressources de l'Algérie qui impacte nos échanges et qui impacte surtout l'image qu'il y en a auprès des entrepreneurs de notre région. Et nous, on a des remontées de chefs d'entreprise qui nous disent que deux grandes administrations algériennes que l'on connaît bien, qui sont parfois redoutables, qui sont les douanes et la Banque d'Algérie, on ne peut plus importer. Alors moins, il y a des réglementations, mais il y a des rumeurs aussi. Et puis la Banque d'Algérie, on ne peut plus rapatrier, on ne peut plus se faire payer, on ne peut plus, etc. Donc j'aimerais que vous précisiez ça, parce qu'aujourd'hui, ça constitue un blocage dans la relation qu'on peut avoir avec l'Algérie. Et en tout cas, dans le discours que nous tenons vis-à-vis des entreprises de notre région, on a beaucoup de retours négatifs ou interrogatifs sur cette situation due effectivement aux mesures que prend l'Algérie pour freiner les importations et qu'on comprend bien dans la situation actuelle. On peut prendre peut-être 3-4 questions. Ça permet monsieur là-bas, plus de personnes de s'exprimer. Et puis on revient, oui. Oui, bonjour, Bouzid Senan. On a fondé une association pour le développement local et la coopération entre la France et l'Algérie à Marseille, il y a 15 ans, en pensant que, aussi à travers la société civile, à la base, et par des petites coopérations, on pouvait participer au partenariat et aux relations franco-algériennes, mais aussi au développement économique des deux côtés. Donc la semaine dernière, j'étais là, et le thème était France-Algérie, du business à portée de main. Et je me suis un peu, pas dans la provocation, mais je me suis dit que les relations franco-algériennes méritaient plus que de les envisager sous cet angle. Et je voudrais dire qu'aujourd'hui, je suis ravi et je sens peut-être, j'espère qu'on ne sera pas déçus, qu'il y a un nouvel élan qui est proposé avec de la méthode, avec de l'inscription dans le temps, sur la nécessité et le besoin de créer cette relation dans la durée entre la France et l'Algérie. Il y a tellement de choses à faire en Algérie que nous-mêmes, on se dit que pour le faire, eh bien, il y a la France. Et il faudrait démultiplier les partenariats dans tous les domaines et pour qu'il y ait un chemin qui soit fait entre France et Algérie qui serve de moteur aussi sur des enjeux de la Méditerranée. Juste, je ne voudrais pas m'étaler, mais vous avez cité 3 secteurs stratégiques. Mais la semaine dernière, j'avais pensé que l'aménagement du territoire et les transports, donc les économies externes, doivent être intégrés dans ce partenariat stratégique, en plus des trois sujets que... Enfin, moi, je suis économiste... Pardon ? Voilà, mais je pense sincèrement que, ayant fait ma formation dans ces domaines, je pense qu'il est important de penser l'aménagement du territoire en Algérie et des infrastructures de transport logistique pérennes et viables si on veut faire des affaires. On peut revenir à ce moment-là, effectivement, aux affaires, au business. Alors, juste après, 2 petites remarques. C'est que je viens d'apprendre qu'il y a de nouveau le projet d'Institut national des transports. Il y a 3 ans, un appel d'offres a été émis par l'AFD en partenariat avec le ministère du Commerce algérien pour cet Institut supérieur des transports. Je ne sais pas s'il a changé de nom. Et j'ai à mon niveau 120 pages de propositions. Nous avons été soumis à notre proposition. Elle a été retenue et ça a fait flop parce que les interlocuteurs ont changé et parce que on voulait déclarer ce projet, cet appel d'offres infructueux, ce qui n'est pas possible en droit français. Bon, donc je suis ravi que ça soit repris par la VITAM, mais je pense qu'il faut peut-être ce travail qui a été fait serve peut-être à quelque chose, puisqu'il y a, vous le savez, hein, il y a un pôle, un des grands pôles transport logistique dans la région, qui est le Cretlog, et qui est... bon. Alors, je ne voudrais pas m'étaler. Deuxième, sur l'agriculture. Sur l'agriculture, je voudrais profiter de la région. Non, mais je pose en même temps des questions. Je voudrais profiter de la région. Alors, non, si vous pensez que j'ai trop de temps.
questions. Allez, on va faire plusieurs rounds. Ouais, ouais, ouais. On regroupe plusieurs questions. Oui, mais après, J'ai mon train à 7h demain matin, donc il n'y a aucun problème. Bref. oui, bonsoir, merci pour votre intervention. Oui, quand nous nous retrouvons à Finance et Conseil en Méditerranée, oui, quand nous nous retrouvons dans l'association Finance et Conseil en Méditerranée, nous avons bien un retour de nos amis algériens pour nous dire il faudrait plus d'entreprises françaises qui viennent travailler. Alors, moi, professionnellement, ce que je peux observer en 2015, c'est qu'il y a eu quand même un arrêt d'un certain nombre d'entreprises, d'entrepreneurs, pour aller en Algérie pour des raisons de stabilité. Et je voudrais que là aussi, il y a un peu d'échange. Tout le monde se pose la question de l'après. On parle d'avenir. Qu'est-ce qui va subvenir après, voilà, la succession au sein du FL, voilà, de Bouteflika. Et c'est vrai que ça aujourd'hui, ça interpelle beaucoup de chefs d'entreprise. Après, il y a un deuxième point, c'est si vous avez des commissions interministérielles et diverses, j'ai noté, c'est sur le plan administratif, monsieur en a parlé, c'est un des freins aussi dans le développement, depuis quelques mois, on va dire une année et demie, dans le développement des relations. Donc qu'est-ce qu'il pourrait être fait pour qu'il y ait un peu moins de difficultés administratives? Je vais essayer d'être très bref. Donc Anis Saïdi, donc moi je suis responsable du programme jeunesse à l'OCMO, donc l'Office de coopération économique pour la Méditerranée et l'Orient. Donc du coup je vais vous parler forcément de formation, peut-être un peu moins de business. Ma première question c'est, donc j'ai vu qu'il y avait des accords justement avec Schneider, avec les centres d'excellence et que vous travaillez aussi avec les ministères. Mais est-ce que réellement il y a des impacts structurels? C'est-à-dire que est-ce que finalement c'est juste un one-shot ou est-ce que derrière on est en train de revoir la formation professionnelle en Algérie en essayant d'y apporter justement peut-être les bonnes pratiques françaises, s'il y en a? Le deuxième point, c'est il y a aujourd'hui des accords, donc j'ai entendu donc avec les mines, ParisTech, etc. Mais est-ce que vous prévoyez aussi des accords de mobilité? C'est-à-dire est-ce que vous donnez la chance à des jeunes Algériens de venir à Paris, aux mines, éventuellement dans un cursus partagé, et peut-être également à des jeunes Français aussi d'aller en Algérie? Et le troisième point, c'est on parle beaucoup des entreprises qui sont très impliquées. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que dans les entreprises françaises, il y a quelque chose qui marche très très bien, c'est les fondations. La fondation Danone Écosystème, la fondation Schneider, etc. J'ai pas vu beaucoup de fondations aujourd'hui dans les pays du sud de la Méditerranée. Alors je connais peut-être un peu moins bien l'Algérie que le Maroc ou que la Tunisie, mais je me suis dit que c'est peut-être, j'y réfléchissais comme ça m'est venu une idée à creuser. Voilà. Merci. Alors il y a un thème qui revient, c'est la question de la stabilité et de l'après. Alors si vous voulez, personnellement, je n'ai pas de boule de cristal, je ne lis pas dedans. Et je pense qu'il faut bien sûr s'intéresser à l'après, il faut évidemment se projeter dans le futur, il faut évidemment identifier, comme on dit en intelligence économique, les signaux faibles, positifs, pour voir comment évoluer. Ce que je constate simplement, c'est que si nous, Français, nous nous mettons dans une situation d'attente, parce que le président, parce que ceci, parce que cela, je constate que les autres pays, eux, ils n'attendent pas. Les Allemands n'attendent pas, les Italiens, ils sont là, les Espagnols, les Coréens, les Brésiliens, les Américains sont en train d'avoir une vraie stratégie massive au Maghreb. Et donc je pense que s'il y a vraiment une chose à ne pas faire aujourd'hui, c'est se poser des angoisses métaphysiques sur le futur. Ce que je constate très modestement sur le terrain, c'est ma toute petite expérience ici, certains en ont beaucoup plus que moi, c'est que c'est un des pays les plus stables de la rive sud de la Méditerranée. Pour des raisons que je n'ai pas besoin de développer. Donc question stabilité, je pense que les entrepreneurs français, lorsqu'ils viennent en Algérie, sont dans un pays où la stabilité est nettement supérieure à ce qu'elle peut être dans d'autres pays de la rive sud de la Méditerranée, ou dans certains pays asiatiques, ou dans certains pays d'Amérique latine. Donc je pense que
Aller en Algérie, c'est pas plus compliqué que d'aller dans certains autres pays que je vais pas citer ici, parce que je vois qu'il y a la caméra qui tourne. Sur le propre, je crois, que je sois à l'université, que je sois à la tête d'un centre technique, que je sois à la tête d'une entreprise, je dois évidemment être prudent, je dois être vigilant. Être vigilant ne signifie pas être attentif. Aujourd'hui, je crois que c'est important pour un opérateur français, quel qu'il soit, de comprendre d'abord ce qui se passe en Algérie, de ne pas voir l'Algérie à travers simplement les médias, qui par définition en donnent une image qui n'est pas forcément dans toute sa complexité, surtout dans les médias français, c'est le moins qu'on puisse dire. Par exemple, j'étais assez surpris de voir que le soir ou le lendemain soir où nous avions ce comité mixte économique franco-algérien à Paris, où on a signé une dizaine d'accords extrêmement importants, avec quand même 3-4 ministres français, une demi-douzaine de ministres algériens, le soir ou le lendemain soir, sur une grande chaîne publique, au journal de 20 heures, il y avait un reportage passionnant qui a duré 5 minutes, sur la thématique absolument importante et qui intéresse tout le monde, pourquoi les Français mangent du poisson cru. C'est extrêmement intéressant comme sujet. Et donc vous avez un journaliste qui se baladait dans les restaurants de Paris pour demander aux Français pourquoi ils mangent cru. Alors c'est sûrement un sujet absolument passionnant qui a dû mobiliser des millions de Français ce soir-là devant leur poste de télévision journal de 20 heures, mais il n'y a pas eu un mot sur ce qui s'est passé quelques heures avant entre Français et Algériens. Voilà. Donc il ne s'agit pas de critiquer telle ou telle chose, mais il faut que les opérateurs français ne soient pas à la remorque des médias pour savoir ce qui se passe dans un pays. On a des structures sur place, on a une ambassade, on a un service économique, on a un service culturel. Je peux vous dire que les gars et les filles bossent. Hein. Ils bossent 12 heures par jour. Quand je les vois, vraiment, ils bossent. Il ne faut pas les prendre pour des rigolos. On a Business France qui est sur place, on a notre chambre de commerce. Bref, on a des opérateurs, et j'en oublie d'autres, qui sont vraiment là pour vous renseigner. Donc, ce n'est pas difficile pour un opérateur français de se renseigner sur la situation en Algérie avant d'y aller. Et une fois qu'il y est, de prendre un certain nombre de rendez-vous à travers ces structures pour rencontrer quelques personnes clés dans son domaine de compétences. Et en 2-3 mois, je pense qu'on peut se faire un avis assez précis sur ce qui se passe dans ce pays, qui est effectivement nécessaire, quel que soit le pays où je vais, pour préparer effectivement mon arrivée dans ce pays. Et l'autre élément effectivement de réponse, mais je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, vous l'avez dit, c'est que d'une façon générale, tous les entrepreneurs que je rencontre, mais aussi les universitaires, je serai à Tlemcen dans 3 semaines pour rencontrer plusieurs recteurs importants et voir avec des universités françaises comment on peut construire des projets sous le fil conducteur que j'ai proposé, université, territoire, entreprise. Ça va avoir d'autres choses, mais je ne vous raconte pas tout pour ne pas vous prendre trop de temps, mais c'est aussi un autre axe de travail qui est extrêmement important, avec aussi la capacité à organiser demain en Algérie ce que j'appelle des journées décentralisées de la coopération algéro-française. J'en ai parlé à Béjaïa, j'en ai parlé à Sétif, j'en ai parlé à Oran. Oran, j'y serai également dans 2 ou 3 semaines pour parler de cette journée et la préparer. Donc oui, on est sur des choses éminemment concrètes et à chaque fois, j'ai des opérateurs algériens qui veulent travailler avec nous. Et donc moi, mon job, c'est en permanence d'initier, de stimuler et de créer de la médiation. Sur la question des enjeux ou de l'image que l'on peut avoir de l'Algérie aujourd'hui, vous l'évoquiez avec le rapatriement des bénéfices, on peut soulever aussi la question du foncier qui peut revenir, les questions en relation avec les douanes, le fisc, etc. Quand je discute avec des entreprises françaises qui sont implantées en Algérie, quelle que soit leur taille, qu'elles fassent 100 personnes ou que ce soit des grands groupes français, tous me disent, ceux qui se sont implantés avant 2009, donc sans la législation 51-49, comme ceux qui se sont créés après 2009, en créant donc une joint venture 51-49, tous me disent, à partir du moment où nous sommes structurés, où on fait bien notre boulot, où on respecte les processus, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de rapatriement de dividendes, pas de problème de sortie. La Banque centrale algérienne a fait son boulot. Si vous avez oublié de remplir 3 ou 4 papiers, évidemment, vous ne passerez pas. Et je pense que quand des Chinois, des Coréens ou des Américains s'implantent en France ou en Allemagne et qu'il y a certains papiers qui ne sont pas remplis, je pense qu'il se passe exactement la même chose. Simplement, il faut être rigoureux. Voilà. Il ne faut pas considérer que telle personne dans les rues d'Alger vous dise « Attendez, on va vous aider, on va résoudre votre problème hors sphère publique ». Non. On travaille avec les opérateurs et on a les structures françaises à Alger pour nous aider. Donc ces questions doivent être préalablement sérieusement étudiées avec nos structures sur place. Et quand on le fait sérieusement, il n'y a pas plus de problèmes qu'ailleurs.
Mais c'est important de bien les connaître et de ne pas arriver avec soit une image controversée. L'Algérie, c'est compliqué. J'entends toujours ça, hein, comme si d'autres pays n'étaient pas compliqués. Et compliqué, une situation qu'on ne comprend pas. Et compliqué, une situation qu'on ne maîtrise pas. À partir du moment où je la comprends, c'est plus compliqué. Voilà. Et ce n'est plus compliqué. Et une fois que j'ai identifié un bon interlocuteur algérien, lui va m'aider à me mouvoir dans l'environnement algérien. Sur la question des secteurs d'activité, j'en ai cité 3 à titre d'exemple. Évidemment, la santé, les transports, la vie durable, ils en sont d'autres. En gros, tous les grands domaines aujourd'hui qui doivent permettre à l'Algérie de rentrer dans un nouveau régime de croissance, dans un nouveau régime de développement. Alors, si vous avez travaillé sur l'Institut des transports, j'imagine qu'évidemment, Bernard Valero sera ravi de bénéficier de votre expertise, évidemment. On est intelligent à plusieurs, on n'est jamais intelligent tout seul, hein. Donc, là aussi, il peut y avoir des projets qui se transforment en échecs. Eh bien, il faut que nous puissions tirer des enseignements de ces échecs pour ensuite progresser. À la limite, nous n'aurions aucun échec, je me ferais du souci. Voilà, des échecs, ça veut dire qu'on a pris des risques, qu'on s'est mis à travailler. Si on n'a jamais d'échec, ça veut dire que ou on est parfait, et à ce moment-là, c'est une révélation, ou alors c'est qu'on ne fait rien. Alors, évidemment, celui qui ne fait rien, par définition, il n'a jamais d'échec. Donc, nous avons eu des échecs, nous aurons des échecs. Il faut les accompagner, il faut en tirer des enseignements, il faut qu'on progresse ensemble. Et j'insiste beaucoup sur le progresser ensemble. Sur un projet, il ne faut jamais être seul. Il faut toujours être à plusieurs. C'est fondamental, quel que soit le pays. Et a fortiori avec nos amis algériens, parce qu'en même temps, c'est une façon de le sécuriser dans la façon qu'on aura d'aborder un projet. Après, il y a les aléas de la vie, comme dans tout pays, qui ne sont pas simples. Mais là aussi, le fait d'avoir des interlocuteurs fiables permet de mieux se mouvoir dans un environnement qui, par définition, n'est pas un environnement certain. Il n'y a qu'en théorie économique où on enseigne la concurrence pure et parfaite et l'environnement certain. Dans la vie, la concurrence est imparfaite et l'environnement est de plus en plus incertain. Voilà. Et d'une certaine façon, je dirais, plus l'environnement est incertain, plus les opportunités potentielles sont importantes et plus il faut faire de la veille et être proactif avec d'autres. Donc je pense qu'au contraire, plus l'environnement est incertain, plus il favorise ceux qui travaillent ensemble, qui me prennent des risques posés, qui font de la veille et qui se projettent dans le futur. Donc à la limite, j'aurais tendance à être un peu provocateur en disant vive l'environnement incertain. À partir du moment où évidemment on reste dans une incertitude évidemment de bonne loi où la sécurité des gens évidemment n'est pas en cause. Voilà quelques éléments de réponse à ces 3-4 premières questions. Sur la question que vous m'avez posée sur les questions de formation. Alors, ces projets d'école que nous sommes en train de construire ensemble, il faut déjà arriver à les monter. Il y a plusieurs objectifs. Derrière, évidemment, l'objectif, c'est former des jeunes en Algérie sur ces écoles. L'objectif, c'est pas qu'ils partent ensuite en France ou au Canada. Non, c'est qu'ils puissent rester en Algérie. C'est l'intérêt à la fois de l'Algérie et c'est aussi l'intérêt des entreprises françaises que d'avoir accès à une main-d'œuvre de qualité qu'elles contribuent à former. Quand Renault crée son site de production en Oran, il envoie un certain nombre d'opérateurs algériens dans ses usines en Europe pour les former. Quand Alstom, avec Ferrovial, crée sa joint venture dans les tramways, elle les envoie à Bedford ou dans ses usines pour aussi les former. Bon, donc ça, c'est une contribution importante. Donc leur intérêt, c'est que l'Algérien formé à Bedford, il soit en Algérie. Bon. Donc l'impact que peuvent avoir ces projets d'école, pour l'instant, on ne peut pas les mesurer parce qu'on est vraiment au stade du démarrage. Mais c'est pour ça que l'intérêt dans ces projets d'école d'associer à la fois des entreprises publiques et des entreprises privées, c'est que ces jeunes ou ces moins jeunes, peu importe, c'est pas une question d'âge, à la sortie d'école, puissent trouver un job dans les entreprises. Et aujourd'hui, je trouve qu'en Algérie, on a de plus en plus d'entreprises algériennes qui ont atteint un niveau de qualité et qui ont compris maintenant qu'il fallait passer à un niveau de compétence. Donc c'est maintenant qu'il faut agir sur la formation. Après, nous, Français, on n'a pas la prétention de changer le système de formation professionnelle algérien. Je veux dire, ça, c'est du ressort et de la responsabilité du gouvernement algérien. Je veux dire, il en est parfaitement conscient. Notre rôle, à nous, c'est de voir comment, sur toute une série de projets, d'initiatives qui répondent à des besoins concrets en Algérie, nous pouvons les accompagner dans leur intérêt et dans notre intérêt à nous. Je crois que c'est ça qui est vraiment intéressant. Sur la question que vous évoquiez sur les fondations, c'est une bonne idée. C'est vrai que des groupes comme Schneider, Renault et d'autres ont des fondations qui leur permettent de se projeter sur plusieurs années. Ils ont l'avantage d'avoir des ressources financières stables dans le temps. Et donc, ils peuvent effectivement prendre des initiatives hors stratégie quotidienne. Donc ça, effectivement, c'est une idée qu'il faudra que je propose à mes interlocuteurs en Algérie. Et pourquoi pas, si certaines jeunes ventures se développent bien, qu'elles ne puissent pas aussi contribuer à créer des fondations. Donc c'est une bonne idée. On joue plus collectif quand on a des fondations. Vous avez raison. Un autre ensemble de questions ou d'expériences?
Je vous en prie, monsieur. Est-ce qu'il y a un micro pour vous? Sinon, je vous apporte le mien. Voilà. Madame s'était échappée quelques secondes, mais elle revient très vite. Merci beaucoup. En fait, par rapport à la coopération qu'il y a eu avec le processus de Barcelone ou l'Union pour la Méditerranée, qu'est-ce que vous apportez en termes de changement? Parce que les secteurs clés sont déjà écrits dans les textes depuis 1995 pour finalement le pourri de résultats qu'on a vu. Vous avez posé la question, vous avez apporté la réponse. Je vais vous donner ma contribution, mais enfin, moi, je suis d'abord sur France-Algérie, mais je vais vous répondre. D'autres interventions? N'hésitez pas, on est là pour échanger. Hein. Comme dit le philosophe, dans un débat, chacun doit chercher à devenir raison avec l'autre et non pas imposer sa raison. Donc, comme tout le monde est sur cette ligne. Bernard. Poser juste une question. Bon, d'abord, vous remercier, Jean-Louis, évidemment, mais une question. Vous nous avez exposé de manière extraordinairement claire le mécanisme qui doit être certainement très complexe, un mécanisme de montre suisse, d'accompagnement politico-administratif de toute cette coopération que vous impulsez au niveau économique, industriel, technologique entre la France et l'Algérie, avec les différentes réunions de comités tous les ans, au mois d'octobre, et puis ensuite, bon. Et là, vraiment, on voit que c'est bien huilé, les deux partenaires. Et donc, vous nous avez parlé d'Alger, vous nous avez parlé de Paris. C'est formidable, mais depuis que j'ai arrêté de courir le monde et que j'ai posé mes valises ici à Marseille et que je ne suis plus du tout jacobin parisien, je voulais vous demander, devant quelques témoins, mais vous l'avez dit, tout ça reste entre nous, est-ce que vous pensez qu'un jour, on peut imaginer, faisons un rêve fou, que l'une de ces réunions, en tout cas lorsqu'elle échoit à la partie française, puisse se tenir ici à Marseille? Et alors faisons un rêve encore plus fou, qu'elle vienne ici à la Villa Méditerranée. Si je dis cela, et je souris à moitié, c'est que, d'une part, ici, sur le territoire de la région, l'Algérie est en face, Paris est à côté, en train, les acteurs de la relation franco-algérienne sont nombreux. Premièrement, ils sont engagés, ils sont divers, ils sont multiples, mais de temps en temps, ils ont aussi besoin de signaux forts des autorités nationales pour leur dire vous êtes là, on vous reconnaît, vous allez dans la bonne direction. C'est exactement celle que nous recommandons à tout le monde et on fait ce bout de chemin avec vous. Et je pense que si un jour une de ces réunions pouvait se tenir à Marseille, ce serait pour tous ceux qui sont ici un signal véritablement fort. Mais la question, elle est simple. Est-ce qu'on peut rêver? Il faut rêver pour agir. On est bien d'accord, Bernard. Je vais apporter une petite contribution. Sur les propos que vous teniez, mon propos n'est pas de juger ce qui se passe à Barcelone. D'abord parce que j'en ai pas la compétence, puis ensuite j'ai pas le temps. Moi, je suis sur France-Algérie. J'ai un esprit étroit. Oui. Et en termes géostratégiques, mais ça n'engage que l'économiste que je suis, enfin l'étudiant d'économie, parce qu'on apprend tous les jours. Ce qui permet d'avoir des convictions plutôt que des certitudes. Il faut toujours se méfier des gens qui ont des certitudes, parce qu'en général, ils n'ont pas de convictions. Donc je préfère ceux qui ont des convictions, parce qu'au moins, ils cultivent le doute, ils n'ont pas de certitude. C'est une petite parenthèse philosophique, mais ça fait partie des petites choses que j'ai appris dans la vie. La France a deux axes stratégiques majeurs dans sa zone de proximité. Allemagne, Algérie. Ce n'est pas deux axes exclusifs, ce sont deux axes stratégiques. France-Allemagne n'a pas besoin de faire de dessin. Pendant 50 ans, c'est ce binôme qui a permis de construire l'Europe dans toute une série de domaines, concurrence, fonds structurels, tribunal de justice, industrie, programme commun de recherche-développement, etc. Bon. Et notamment la fantastique intégration de tous les pays d'Europe de l'Est. Il ne faut quand même pas oublier. L'Europe de l'Ouest a mis 400 milliards sur la table pour aider tous les pays de l'Est de rentrer dans des processus à la fois démocratiques et de développement économique. Bon, en 10 ans, on a quand même fait un chemin extraordinaire. Tout reste à faire, on a fait un chemin extraordinaire. Aujourd'hui, l'Europe est confrontée aux problèmes que l'on connaît, qui sont extrêmement importants. Et on sait que, là aussi, la relation France-Allemagne, elle va être centrale. Elle n'est pas exclusive, mais elle est centrale.
Et l'autre axe, c'est évidemment Alger. Parce que quand on regarde la géographie, encore une fois, ce n'est pas un axe exclusif. Évidemment que nous devons continuer à développer nos relations encore plus avec nos amis marocains, avec nos amis tunisiens, surtout dans la situation actuelle. Mais on voit bien qu'au cœur du Maghreb, on a l'Algérie. Donc France-Allemagne, France-Algérie, c'est ces deux axes stratégiques qui sont majeurs. Voilà. Et puis, toute autre forme de coopération qui peut se faire dans la Méditerranée sont évidemment les bienvenues. Hein. Mais simplement, je crois qu'il est important que sur l'Algérie, nous ayons, comme on l'a eu et comme on l'a jusqu'à maintenant avec l'Allemagne, une perspective, une stratégie, un plan d'action. Après, il peut y avoir des moments où on n'est pas d'accord, il peut y avoir des moments où on s'engueule, on peut avoir des moments de colère, mais ça se passe bien parce qu'il y a une relation de confiance. Moi, il m'arrive des fois, mes interlocuteurs algériens, de leur dire, dis donc, là, franchement, là, vous exagérez, là. Là, on a pris 6 mois de retard, on ne peut pas continuer, c'est pas possible. Bon, quand je les tense comme ça, ils savent que c'est pas une modalité de jugement. C'est de leur dire, mais c'est dans notre intérêt à nous, maintenant, qu'on se remette au boulot. Là, on a pris trop de retard. Je ne veux pas savoir qu'il y a eu tel ou tel problème. Il faut redémarrer. Voilà. Donc, ils le savent qu'on est dans une démarche de proactivité. Donc, c'est ça qui me paraît fondamental aujourd'hui. Et je pense que les dynamiques qui existent aujourd'hui, qui existe aussi parce qu'il s'est passé plein de choses pendant toutes les années précédentes. On est un chaînon dans une longue chaîne, hein, on apporte notre contribution aujourd'hui. Mais il y a une vraie dynamique qui est à l'heure, même si elle est fragile, même si elle est vulnérable. Mais toute dynamique de coopération est par nature fragile et vulnérable. C'est plus facile à court terme de s'enfermer à l'intérieur de ses frontières. Par contre, c'est mortel à long terme. Il suffit de voir l'histoire du monde. Bon. Donc je crois que cet axe Paris-Alger est vraiment fondamental. Par rapport aux propos qu'évoque Bernard, alors je suis très sensible à ce que vous dites, Bernard, parce que c'est le type de suggestion que je fais comme ça à voix basse depuis 1 an ou 2. Il se trouve que nous faisons un comité mixte économique, une fois en Algérie, une fois en France, et celui de 2013 donc, avait lieu à Paris, et celui de 2014 a eu lieu à Oran, et le COMEFA d'octobre 2015 a lieu à Paris. Et donc on pourrait imaginer qu'une prochaine fois, le COMEFA ait lieu à Marseille. Et ça, je crois que ça fait partie des idées qu'on peut faire avancer ensemble. Et je pense que le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères sera sûrement sensible à ce qu'une autre ville que Paris puisse accueillir un prochain comité mixte franco-algérien en respectant évidemment la parité, une fois en Algérie, une fois en France. Je crois en même temps que c'est important parce que c'est important de montrer que de mettre le focus comme ça sur des grandes villes comme Marseille, qui par définition ont une destinée commune avec le Maghreb. Donc ça me paraît vraiment très important. Si en Algérie, depuis 1 an et demi, avec un certain nombre d'interlocuteurs, nous travaillons ensemble avec d'autres villes, à Oran, à Sétif, à Borges, à Annaba, à Ouargla, j'espère que j'irai bientôt à Simé Saoud, à Togourt, à Biskra, où il se passe beaucoup de choses dans l'agroalimentaire, c'est précisément parce qu'il faut que nous puissions décentraliser ce type d'action. Et nos amis algériens sont sensibles à ça. L'été dernier, nos amis algériens m'ont expliqué que, comme on le fait en France, 75% des walis ont été changés. Les walis sont nos équivalents préfets, d'une certaine façon, parce qu'au bout de 3-4 ans, ils tournent, tout naturellement. Et dans leur nouvelle fonction, le développement économique est une fonction à part entière aujourd'hui de leur rôle. Et en même temps, l'Algérie est parfaitement consciente que son avenir passe aussi par la dynamisation de ses territoires. Partout en Algérie, j'ai cité quelques villes, je pourrais en citer bien d'autres, vous avez des entrepreneurs, vous avez des associations qui se développent, vous avez des associations de femmes notamment qui de plus en plus se développent dans le domaine d'entrepreneuriat. J'en ai rencontré plusieurs, à Sétif, à Alger, qui sont vraiment très très dynamiques. Je suis très content par exemple que quand Renault a monté son site de production Oran, 40% des effectifs sont des effectifs féminins. C'est aussi très important que dans ce pays comme l'Algérie, où les femmes, et elles ont 1000 fois raison, cherchent à s'émanciper par le savoir, par l'université, par le travail, voilà, puissent aussi, en France on a aussi ce souci, mais en Algérie aussi de façon importante, crever ce plafond de verre et avoir aussi des possibilités d'études et de travail. Donc ça c'est aussi un point extrêmement important. Enfin, je suis aussi très sensible à cette question, et partout où je vais, je vois des associations d'entrepreneurs femmes qui se regroupent, qui travaillent ensemble dans le domaine agricole. Enfin, voilà, et ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. Voilà. Et nous devons aussi les aider parce que c'est aussi notre intérêt. En termes pour ce qui concerne 2016, ce qui me paraît important, là aussi, pour faire le lien avec ce que vous disiez, je pense que, mais c'est une conviction personnelle, je pense que c'est bien de se poser la question de dire qu'est-ce qui va se passer demain. Ok.
Mais ce qui est important, je crois, c'est pas de se dire qu'est-ce qui va se passer demain, que de dire comment allons-nous ensemble construire demain. Autrement dit, je pense que la question fondamentale, c'est pas de se dire où serons-nous dans 30 ans, c'est de se dire où souhaitons-nous être dans 30 ans. Et je pense que quand on fait ce renversement en termes de mode de pensée, ça change beaucoup de choses dans la tête. Parce que si on passe son temps à se dire où serons-nous dans 30 ans, c'est bien, on peut passer sa vie à se dire où on sera dans 30 ans, ça ne sert strictement à rien. Par contre, se disant que où voulons-nous être dans 30 ans, et quand vous posez cette question, où voulons-nous être dans 30 ans ou dans 10 ans, alors vous posez la question des points forts, des points faibles, des différents scénarios possibles. Et à ce moment-là, vous faites une prospective intelligente parce que vous lui donnez des fins, vous lui donnez des finalités. Vous savez, la technique des scénarios, je les connais. Il y a toujours dans des rapports, il y a toujours un scénario noir, il y a un scénario blanc et un scénario gris. Alors, un scénario noir, vous mettez l'accent sur tout ce qui ne va pas, et là, vous tirez une balle dans la tête. Et le scénario blanc, vous prenez quelques minutes, oh, tout est formidable. Puis il y a le scénario gris, vous êtes entre les deux. Bon, en fait, quoi, ça sert strictement à rien. Donc la question, à mon avis, ce n'est pas à chaque fois de faire des typologies qui finalement freinent l'action, c'est de dire où voulons-nous être dans 30 ans. Ben voilà, dans 30 ans, il faut un duo France-Algérie qui soit au top. Voilà. Qui soit au top dans le numérique, dans la transformation, dans l'énergie, dans toute une série d'activités. Parce que c'est notre intérêt. Et en plus, nous avons les millions de personnes qui sont déjà en relation. C'est ça l'objectif dans 30 ans. Et c'est de faire en sorte que les jeunes en France et les jeunes en Algérie, pour 20 ou 25 ou 30% d'entre eux, ils ne se retrouvent pas au chômage. Voilà. Parce que quand on a des jobs, quand on a des CDD, quand on n'a pas de boulot, on ne peut pas avoir de logement, on ne peut pas construire une vie en commun et on ne peut pas s'inscrire dans une perspective d'avenir. Qu'on soit jeune ou moins jeune d'ailleurs, peu importe. Voilà. Donc c'est ça la question. Et moi, tous les matins, quand je me rase, si j'ose dire, je me dis où doit être la relation franco-algérienne à la fin de l'année 2016. Et pour ça, qu'est-ce que je dois faire? Mes priorités, mais ce n'est pas mes possessifs, mes projets de coopération, mes interlocuteurs, avec Franck Paoli, tous les jours, on est là pour accompagner, stimuler, etc. Et tirer des enseignements, parce qu'on fait sûrement des erreurs, et peut-être même des erreurs que j'ai toujours pas vues, que j'ai faites. Bon. Mais il faut de temps en temps s'arrêter, voir où on en est, tirer des enseignements, faire des journées d'évaluation avec nos amis algériens, et ensuite repartir. Voilà. Et quand vous avez cette perspective de long terme, en sachant où on veut aller ensemble, ça a plusieurs avantages. D'abord, même quand vous êtes fatigué, vous avez envie de repartir, parce que vous avez une perspective d'avenir. Et puis vous savez que vous démarrez... Racine décrit bien avant moi, vous démarrez à 5, et puis vous êtes à 50, et puis il y en a qui voient avec les projets avant, ils disent ah bah tiens, vous savez, il y a ceux qui font le Tour de France, il y a ceux qui regardent le Tour de France, puis il y a ceux qui regardent le Tour de France. Alors dans la relation franco-algérienne, il y a ceux qui font le Tour France-Algérie. D'ailleurs, j'ai proposé à certains interlocuteurs algériens qu'un des prochains Tours de France, la première étape pourrait se faire en Algérie. Vous voyez, par exemple, Adjeti-Paza, pourquoi pas, ça serait formidable. Première étape du Tour de France, Adjeti-Paza, 70 km, ça serait formidable. Une idée dans la boîte à idées. Mais vous imaginez l'impact d'un démarrage du Tour de France en Algérie. C'est absolument fabuleux. Bon, voilà. Enfin, on a le droit d'émettre des idées, si vous voulez. Bon, voilà. Après, il y a ceux que ça traumatise, il y a ceux qui paniquent, mais ça, c'est normal, c'est la vie. Le monde n'avance que par ceux qui ont des idées, qui cherchent à les mettre en avant. Voilà, mais je commence à être trop bavard. Est-ce que, Bernard, vous souhaitez qu'on arrête là, ou est-ce qu'il y aurait encore 2 ou 3 autres interventions? Ou nous arrêtons ici? Oui, j'avais une question là. Ici, oui, ça marche. Allez, une dernière question. Allez-y, cher monsieur. Oui, de nombreuses associations françaises travaillent en Algérie depuis de nombreuses années. Dans quel partenariat vous les placez dans vos axes? Et comment peuvent-elles vraiment être soutenues par vous au niveau de l'Algérie, par les Walis ou d'autres personnes, sachant que le milieu associatif en Algérie est très malade et qu'il n'y a pas que le milieu associatif? Oui, c'est un milieu effectivement qui commence à se développer. On sait pourquoi le milieu associatif est relativement faible en Algérie, pour des raisons historiques nombreuses. Mais là aussi, partout où je vais dans les villes, je vois des associations qui se développent autour de tels projets, de quartiers, de traitement de déchets, de nettoyage des plages à Béjaïa, toute une série comme ça d'associations, d'initiatives qui sont en train de prises en Algérie. Donc ça, c'est formidable. À nous aussi de les entendre et d'y être. Il y a un certain nombre d'associations françaises qui, depuis longtemps, travaillent avec l'Algérie. J'en ai rencontré un certain nombre. Là aussi, c'est très simple. On est toujours dans une logique de projet. Mon problème, ce n'est pas de dire vous ne m'intéressez pas parce que vous n'êtes pas dans la case formation ou dans la case coproduction. Non, ce ne sont pas des cases, ce sont des priorités, ce sont des axes stratégiques. Ça permet simplement de structurer une action. Voilà. De toute façon, ces 3 axes, je peux vous rassurer, ils couvrent tous les domaines.
enfin, je ne veux pas être impérialiste, mais une fois que vous avez dit formation, technique, technologie, assistance, production, vous avez tout. Donc, vous avez par exemple un domaine qui est peu développé, que j'essaie de développer, c'est l'économie sociale et solidaire. On a en France un secteur très important, on a un tiers secteur très important, on a 4-5 millions de gens qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire et qui sont aussi dans l'industrie, dans les services, dans l'agriculture, enfin dans toute une série d'activités, dans le tourisme, enfin, vraiment dans la formation, etc. Bon, et cette économie sociale et solidaire, ces opérateurs, moi j'aimerais bien en voir davantage et voir comment on peut développer des projets d'économie sociale et solidaire en Algérie. Ça aussi, c'est une demande très forte. Dans plein de domaines, notamment dans le domaine agricole, il y a plein de tout ce qui est transformation. Il y a énormément de choses à faire avec l'économie sociale et solidaire. Et en plus, ça a l'avantage d'être des emplois parfaitement localisables et de créer vraiment des emplois locaux et nous, de valoriser nos associations et nos entreprises qui sont dans le domaine social et solidaire. Donc ça recoupe très largement la question des associations que vous évoquez. C'est là aussi, c'est un autre champ vraiment, vraiment important de coopération avec l'Algérie. Oui. Ouais. Par les Wallis, ne sont pas reçus par les Wallis, ne peuvent pas avoir un partenariat avec l'Algérie et dont l'accès ne même pas ne peuvent pas avoir des partenaires associatifs algériens pouvant recevoir des subventions de la part de l'Algérie, et donc ils vivent de ces formations, mais uniquement via les subventions françaises. Ouais. Et je trouve ça déplorable. Mais je crois qu'une des façons d'y répondre, c'est que ça se passe dans un certain nombre de cas. Ouais. C'est si telle association algérienne dans tel domaine a une relation avec telle association française, ben voyons comment on peut les accompagner pour que leur projet se réalise. Ouais, et on n'aura aucun problème à le faire entrer dans un processus franco-algérien ou algéro-français. Parce que nous, ça fait 14 ans que l'on forme à l'hôpital de Bab el-Oued, des psychiatres, des psychologues, mais vraiment aucune aide, aucun soutien de la part des Algériens, si ce n'est que un truc parallèle, mais aucun engagement, quoi. Une des façons de crédibiliser, au sens institutionnel, j'entends, un certain nombre d'actions, c'est justement de les faire entrer dans ces processus de coopération franco-algérienne que j'évoquais. Voilà. Mais encore faut-il les connaître et faut-il qu'elles se manifestent auprès déjà des autorités françaises qui sont présentes en Algérie. Notre ambassade est là pour les recevoir. Il y a un service culturel avec Alexis Sandrès qui serait, je suis sûr, ravi ou nos consuls aussi qui seraient ravis de les rencontrer, et ensuite de voir comment on peut créer une interface avec une association française, bien sûr. À partir du moment où on rentre dans un processus, la crédibilité vient aussi pour ces associations, puis ça permet aussi d'ajuster le projet, de le faire monter en qualité, de lui donner plus d'importance. Voilà, donc n'hésitons pas à prendre quelques cas d'exemplarité. Ça, mon souci, c'est toujours de créer des cas d'exemplarité pour montrer qu'il est possible de faire quelque chose. Voilà, ben on va peut-être... Bernard, je vais vous laisser conclure peut-être. Madame, une dernière question. Ah oui, non, qu'il n'y ait pas de frustration. Non, allez-y, je vous en prie. Madame vous laisse un micro. Madame me posait la question de savoir si dans le Grand Sud algérien, nous avions également des projets de coopération. Les villes que vous avez citées font partie des villes que je souhaite faire dans les prochains mois. Pour ça, il faut des interlocuteurs, il faut un processus de travail. Je ne peux pas non plus arriver comme ça avec un parachute largué par un hélicoptère. Non, nous sommes insuffisamment présents, bien entendu. Quand j'étais à Oran il y a quelques semaines, où j'avais rencontré un certain nombre de chefs d'entreprise, et puis le soir on s'était retrouvé avec près de 200 chefs d'entreprise de la région des Hauts-Plateaux de l'Ouest. Il y avait notamment des entrepreneurs de Taman Rasset qui étaient là, qui étaient dans le domaine agricole. Donc je leur ai dit, à vos dispositions, invitez-moi, j'arrive. Là aussi, nous avons besoin de créer des cas d'exemplarité dans ces grandes villes du Sud qui parfois peuvent se sentir un peu isolés. On voit passer les gazoducs, on voit passer les oléoducs. Bon, il y a aussi les 900 km de frontière avec la Libye, qui est aussi pas simple pour nos amis algériens. La Libye, le Niger, le Mali. Bon, donc il y a vraiment des enjeux importants.
et des villes comme Tamanrasset et celles que vous avez citées, là aussi, enfin, ceux que j'ai vus, pas sur place, mais que j'ai rencontrés quand ils viennent à Constantine, à Oran ou à Alger, on sent que ce sont des entrepreneurs et des entrepreneurs de grande qualité. Ils sont d'autant plus discrets, en général, qu'ils sont compétents dans leur domaine. Il y a aussi toute la vallée du Mzab aussi, où je pense aller dans les prochaines semaines, où malheureusement il y a eu beaucoup de problèmes ces derniers mois, et où il y a là aussi, dans tout ce qui est transformation du lait, etc., enfin, on a des agriculteurs de très grande qualité qui sont venus d'ailleurs en France il y a encore quelques mois, l'année dernière, au Salon de l'agriculture, qui ont rencontré notamment des agriculteurs bretons. Nos amis bretons, dans la transformation du lait, ont réalisé pas mal d'opérations pilotes sur l'ensemble du territoire algérien. Donc oui, effectivement, le Grand Sud est un grand territoire où nous devons être sûrement beaucoup plus présents. C'est à la fois notre intérêt et c'est aussi l'intérêt de l'Algérie qui a intérêt aussi à ce que les populations puissent se territorialiser et se localiser. Parce qu'on voit les villes du Nord aussi où il y a des phénomènes de migration interne qui sont considérables. Quand on voit des développements de villes comme Oran, comme Béjaïa, enfin, d'une façon un peu difficile, c'est aussi très important d'avoir un développement de territoire qui soit situé là aussi où sont les personnes. Donc on a sûrement un rôle à jouer. C'est pour ça que côté français, il faut que nous soyons un peu moins craintifs, toujours vigilants par définition, mais c'est vraiment à nous aller à leur rencontre. C'est quand même plus facile pour nous d'aller à Msila ou Tamanrasset que demander aux gens de Msila ou Tamanrasset de venir en France. C'est à nous à y aller. Et le fait d'y aller, ce que j'essaie de faire modestement, à chaque fois, c'est leur montrer qu'on s'intéresse à eux, qu'on s'intéresse à leur savoir-faire, à leur qualité. Et c'est très important parce que sur le plan humain, ces entrepreneurs, ces universitaires, ces jeunes, peu importe leur formation, se sentent reconnus pour ce qu'ils sont et pas simplement pour ce qu'ils font. Et c'est ça qui me paraît important. Là, donc, et je vois à chaque fois que je rencontre ces personnes et que je m'intéresse à ce qu'ils sont et pas simplement à ce qu'ils font, là on touche vraiment ce qu'il y a de plus important dans l'être humain et c'est là où la relation de confiance commence à se construire. Il faut changer d'échelle. Donc vous avez raison. En tout cas, si dans la salle, il y a des gens du Grand Sud et qui souhaitent m'inviter, j'y vais très vite dans les prochaines semaines. Merci en tout cas à toutes et à tous. Et un grand merci à la VITEM et à Bernard Valero pour cette soirée. Merci.